Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors, nous avons eu des contacts avec chacune des candidates et donc nous avons eu l'idée de faire une présentation des candidatures aux élections pour la liste sénatoriale. Et donc, pour nous, c'était très important de connaître nos candidates, surtout pour les adhérents, et savoir quelles sont vos projections par rapport à cette candidature. Donc, je vous donne la parole. Vous avez 5 minutes pour convaincre, 5 minutes pour votre présentation, et ensuite, on aura 1h30 pour échanger avec la salle, avec des questions-réponses. Donc, on a déjà fait le tirage au sort. Et le numéro 1, c'est qui? Malheureusement, parce que je déteste commencer. Bien, Alice. Donc, Alice a la parole. Merci. Okay, merci. Donc 5 minutes, hein. C'est pas chrono, vous sifflez. Bonjour, merci beaucoup d'être là, d'avoir pris du temps ce samedi pour venir nous écouter. Et puis, voilà, je suis très contente qu'on organise ce moment-là et merci à celles et ceux qui l'ont rendu possible. Donc moi je m'appelle Alice Coffin, je suis conseillère de Paris depuis 2020, je suis élue en charge des droits des femmes et de la lutte contre les discriminations à la mairie du 12e arrondissement. On a, merci d'avoir dit 5 minutes pour convaincre. Alors ça c'est les règles effectivement des campagnes électorales où on doit un peu réduire le message, le passer, qui peuvent vite se traduire par, je pense, des préceptes, des slogans sur lesquels on va être tous et toutes d'accord. C'est pour ça que je me permets de dire en introduction, n'hésitez pas à aller voir, on a fait un gros boulot avec l'équipe de campagne avec laquelle je travaille, qui sont des militantes, notamment écologistes, féministes, antiracistes, qui font un super boulot là-dessus. Et on a tout regroupé sur un site qui s'appelle alicecoffin.fr, c'est facile à retenir. Et vous retrouverez là, il y a des entretiens justement avec un adhérent EELV, des lettres de candidature, des podcasts qui expliquent tout ça beaucoup plus longuement que en 5 minutes et qui pourra permettre, parce que je crois que c'est l'essentiel pour moi, de savoir que vous pourrez choisir en toute connaissance de cause, parce que je vais pas vous dire c'est un scrutin interne, c'est à Paris. Là moi je suis avec des gens avec qui je travaille aussi pour certaines au quotidien et très bien, et au Conseil de Paris et à la mairie du 12e, donc c'est pas du tout mes adversaires, hein. C'est des personnes avec qui on bosse ensemble, et je pense que c'est la force aussi du groupe écologiste à Paris, on bosse ensemble bien, et il y a toujours eu un soutien fort, et moi j'ai connu, et c'est pour ça que j'y vais aussi pour cette candidature au Sénat, un mandat, enfin depuis que je suis en politique, disons-le, c'est assez épouvantable, c'est très dur, ça a commencé avec une mise sous protection pendant l'été 2020 de l'endroit où j'étais par les gendarmes, avec visite, et c'est aussi ce qui motive cette candidature-là, parce que, si vous voulez, moi je suis allée assez tard, c'était la semaine du 8 mars, il fallait déposer les candidatures le 12 mars, après avoir entendu un ensemble de femmes politiques, mais de droite à la gauche, dire, qui étaient des parlementaires justement, dire qu'elles étaient sur le point d'abandonner, de tout arrêter. On peut pas, moi c'est vraiment une demande que je fais aux adhérents et adhérentes EELV de Paris, nous envoyer un peu de courage, de nous envoyer un peu de soutien, de dire que ce qu'on fait au quotidien, de se battre justement dans la rue, dans les champs, sur les réseaux sociaux, et ben c'est pas, vous le voyez, vous l'entendez, tout le monde ne fait pas le choix d'être élu, d'aller s'exposer. Moi c'est pas quelque chose que je veux faire pour l'éternité vraiment, mais tant que j'en ai encore l'énergie, le courage, j'irai, je suis ok pour aller prendre des attaques très violentes là-dessus, mais je crois qu'on en a besoin en ce moment de crise quand même aiguë sur la démocratie, et en particulier au Sénat, où si vous voulez, moi ce qui m'intéressait dans cette élection-là, c'est que c'est comme si ça comptait pas. J'entendais encore hier soir des commentaires en disant prochaine échéance électorale, les européennes. Mais pardon, il y a des sénatoriales en septembre 2023, c'est une institution absolument capitale qui peut énormément changer la donne d'un régime démocratique, et je parle bien d'un régime qui en a bien besoin. Et c'est ça évidemment que je veux aller faire pour porter un ensemble de mesures écologistes dont on ne va pas non plus, on les connaît,
et d'ailleurs notre groupe au Sénat les a très bien défendus. Ils ont fait ce qu'ils ont appelé la vraie loi pour le climat, qui s'inspirait notamment des préconisations de la Convention citoyenne pour le climat, qui n'a pas été du tout respectée par Emmanuel Macron. Et je voudrais dire que là-dessus, on n'y arrivera pas, moi c'est ma conviction, sans qu'on change aussi les institutions, à prendre l'ampleur des mesures qui sont nécessaires et sans lier absolument, et c'est vraiment, je t'en ai par là, ma conviction totale, on nous présente toujours le modèle allemand des écolos, ben les Français alors, vous n'êtes pas dans les... eux ils y arrivent à être au gouvernement, mais il n'y a pas que le modèle allemand, il y a la Belgique aussi. Et en Belgique, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un comme même une génération qui s'appelle la génération Catali, du nom de l'ancienne coprésidente d'Écolo, l'équivalent de ELB, qui est maintenant ministre pour le climat et de l'environnement, et qui dit une chose: on n'y arrivera pas en termes d'écologie politique si on ne met pas justice environnementale et justice sociale. Et je crois, et je termine là-dessus, 444, c'est parfait, que c'est parfaitement illustré par tout ce qu'on voit ces derniers jours au sein, notamment autour de Sainte-Soline et des actions du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, particulièrement ciblées contre les écologistes, qu'on est absolument au cœur de ces luttes-là. Et c'est là-dessus que moi je veux venir aider, renforcer au Sénat, et en comptant sur votre soutien. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous, je crois qu'effectivement c'est important de faire des débats. On a des sénatoriales qui sont les élections les moins démocratiques de toute la Ve République. Déjà la Ve République a un déficit de démocratie assez important, sur lequel je crois qu'on est à peu près les seuls à lutter depuis 20 ans en tout cas sur la question. Après d'autres sont effectivement pour, et je crois qu'il va falloir, c'est un des premiers travaux d'Hercule sur lesquels il va falloir se pencher rapidement, et ça en intergroupe et ça en intercongrès, pour qu'on puisse arriver à changer les choses. Donc pourquoi le Sénat? Me concernant en tout cas, mais je crois qu'on est toutes dans ce cas, c'est de se dire qu'on ne peut plus rester dans une situation où il y a un blocage à la fois démocratique et à la fois de dialogue social à un niveau presque jamais atteint en France, et qui fait qu'on arrive dans une situation d'impuissance collective qui n'est pas digne d'une démocratie. Donc on est en pleine crise des retraites. Moi, je regrette une chose, c'est que ces sénatoriales, elles ne soient pas l'objet d'un énorme débat, bien sûr de ELV, et même en externe, en interne, en externe, enfin un petit débat. Merci beaucoup aux organisateurs, merci beaucoup à Frédéric de l'avoir fait, je pense que c'est essentiel, mais ça aurait dû être l'occasion de pouvoir remettre vraiment sur le tapis public tous ces sujets-là qui ne vont pas. Alors, c'est pas que la retraite, hein, c'est une question aussi. Vous savez, moi, je me suis pas présentée, mais je suis Anne Soirée, je m'occupe de tout ce qui est santé à la mairie de Paris depuis quelques années. J'ai traversé une période qui a été extrêmement difficile, qui était celle du Covid. J'ai traversé aussi la question de la crise du plomb, qui a été un problème de démocratie et de transparence assez grave, mais sur lesquels on a pu avoir une action en bravant un certain nombre d'interdits, il faut quand même le dire. C'est-à-dire que oui, l'écologie de combat, ça marche. Oui, on peut la faire au niveau local, mais oui, il y a un niveau où il y a un plafond de verre et il faut arriver à un niveau national. Je crois que c'est pour ça que moi je suis là, je crois que c'est pour ça qu'on est là ici. C'est pour ça aussi qu'il faut ces débats, parce que c'est pas seulement une joute entre nous pour savoir qui va être la meilleure et la plus belle ou la plus intelligente, c'est surtout pour savoir quelles sont les thématiques que les écologistes sont capables de porter au Sénat haut et fort, à la fois dans un rapport de force médiatique, parce que les médias c'est important, mais aussi comment on peut arriver à avoir d'autres gens avec nous sur un certain nombre de combats. C'est ce qu'a fait l'écologie dans un certain nombre d'autres pays, c'est comme ça aussi qu'on peut arriver à un certain nombre de réussites. Alors je pense à plusieurs, mais par exemple, je voudrais parler de la question du Covid. Quand je me suis retrouvée en lutte avec le Covid, début janvier 2020. Début janvier 2020, tout à coup, j'ai des représentants de la communauté chinoise du 13e qui viennent me voir. Ils viennent me voir en me disant on commence à avoir une épidémie très grave chez nous, on revient de Chine, on vous propose, on a des enfants, est-ce que c'est sage de revenir à l'école, que nos enfants reviennent à l'école maintenant? Est-ce que vous ne voulez pas qu'on vienne plutôt dans 15 jours, un peu plus dans le temps? Qu'est-ce que je fais?
je les reçois et je propose au rectorat, à l'État, effectivement, qu'il y ait une proposition, que d'écouter les parents, en fait, et de dire, ok, pas de les obliger, de répondre à une demande communautaire intelligente, responsable, qui était celle de cette communauté. Le rectorat dit non, il ne faut pas inquiéter les gens, il ne faut pas en parler, les enfants doivent revenir immédiatement à l'école. Voilà. Premier problème. Ne jamais faire confiance aux gens. Ne jamais avoir de transparence en démocratie. Évidemment, on n'a pas pu le faire, on a pu le dire un petit peu par les directeurs, on a quand même écrit une lettre, mais il y avait un contre-ordre de l'éducation nationale. Eh bien ça, il va falloir le changer. Et c'est des changements radicaux qu'on peut arriver à faire en alliance avec d'autres sénateurs, avec d'autres députés, avec des gens qui se rendent compte à quel point on perd des gens, et des gens sont morts à cause de ce type de choses. Et c'est des centaines de milliers de personnes qu'on a à un moment donné, pas forcément qui sont morts, mais qui ont été enfermés, qui ont été durablement détruits pendant cette période-là. Donc oui, l'écologie de combat, elle est absolument essentielle. Et c'est pour cette raison que je suis là parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être là malgré le soleil, parce que ça faisait quand même un moment qu'on ne l'avait pas eu et vous passez du temps ici et on apprécie. Je suis Sandrine Charnos, je suis maire adjointe de Paris en charge de l'économie mixte. Je pilote les opérateurs qui portent nos politiques publiques et je suis également élue dans le 12e, dans une des mairies écologistes en charge de l'innovation sociale. Peut-être que certains d'entre vous me découvrent pour la première fois. Je fais partie du groupe Génération qui a choisi en juin dernier de rejoindre ELV pour renforcer l'écologie politique, pour assurer voilà, ce que vous nous proposiez à ce moment-là. On est dans le pôle écologiste à vos côtés, la refondation et le dépassement. Pourquoi? Parce que moi je suis convaincue que les leviers de la transformation de notre société, la protection des communs, la protection du service public que nous portons voilà, à gauche et notamment à ELV, sont les piliers de demain, un nouveau projet et l'alternance. Je voudrais dire un mot de la période charnière que nous sommes en train de vivre. J'en vois ici qui étaient à nos côtés dans les manifs. Nous sommes mobilisés contre les retraites. C'est une réforme injustifiée et surtout injustifiable dans la période. Et je pense que nous avons tous envie là de ne pas forcément être sur un scrutin interne, mais plutôt mobiliser pour faire gagner le RIP, pour mobiliser les 5 millions de Français qui vont exiger que l'Assemblée nationale vote un référendum et que cette question qui nous revient ne passe pas en catimini, ne soit pas un déni de démocratie avec les 47.1, les 49.3, mais qu'on puisse enfin débattre. Et pourtant, dans ce moment charnière, même si on a envie d'être dans la rue, même si on a envie de se battre, se mobiliser pour avoir des sénatrices et des sénateurs, c'est extrêmement important, parce que retrouver le politique dans ces moments-là, c'est extrêmement fort. Moi, si je suis candidate, justement, c'est pour que l'écologie politique soit prenne le leadership à gauche et que nous ayons une alternance crédible. Si je suis candidate, c'est pour participer à un collectif et je crois beaucoup à ce moment de campagne que nous allons mener toutes et tous ensemble pour à la fois réémettre dans les médias, où on a quand même du mal avec des médias qui sont souvent des médias d'opinion à parler et à porter. Quand vous avez une élection sénatoriale, nous avons des fenêtres supplémentaires de tir pour porter nos idées, et puis surtout pour aller parler aux grands électeurs et aux autres forces de gauche, parce qu'il faut construire les ponts, il faut construire les passerelles pour, dans une union de la gauche et des écologistes, être certes les plus forts, mais être unis pour gagner. Et enfin, si je souhaite être candidate, c'est aussi pour être une sénatrice utile à Paris. Nous avons plein de choses qui bloquent pour pouvoir mettre en œuvre un projet crédible et pour assurer la victoire, je l'ai dit, aux présidentielles, mais aussi aux municipales prochaines. Je donne 2 exemples. La première, c'est le périphérique. Si nous voulons demain pouvoir reprendre la main sur le périphérique, ça passera par une loi parce qu'il faut qu'on récupère la gestion. Si nous voulons construire une métropole qui voilà, soit moins polluée, soit plus solidaire, il faut retrouver les outils de la péréquation et il faut faire évoluer le modèle de gouvernance de la métropole. Et enfin, si je suis candidate, c'est parce que, je ne l'ai pas forcément dit
mais voilà, j'ai beaucoup de militantisme associatif et une vie professionnelle que j'ai envie de traduire dans la loi. Je suis actuellement chef de projet du plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les transports, dans une grande entreprise de transport public, et j'ai envie, voilà, de faire bouger les lignes, et tout ce que je fais au quotidien se trouve chaque fois bloqué par des choses qui manquent. Et je vous donne simplement un exemple. Je suis intarissable sur ce sujet-là parce que c'est quand même un boulot à sens et en engagement. Je pense qu'il faut que, comme l'Espagne, nous avancions vers des juridictions voilà, spécialisées pour que ce sujet soit enfin pris à bras-le-corps. Et tout ça, ça passe par la loi, ça passe par le Sénat. Donc oui, nous, Europe Écologie Les Verts, nous voulons faire évoluer le Sénat en chambre des hautes assemblées. Nous voulons faire évoluer les institutions, mais en attendant, ne nous privons pas de la possibilité d'envoyer des sénatrices et des sénateurs, voilà, qui sont, vous le voyez, mobilisés, prêts à combattre, prêts à se battre, et surtout qu'ils pensent que demain, c'est à notre tour d'être en responsabilité et qu'il faut le préparer. Je vous remercie. Bonjour, Frédéric Dutreuil. Donc, j'ai une notoriété qui dépasse la ville de Paris. J'ai une grosse équipe de campagne qui m'entoure avec de gros moyens. Et donc ce matin, nous avons sorti un sondage et je suis largement en tête. Donc la question s'était posée, est-ce que j'enjambe les débats? Mais ne voulant pas être une sénatrice jupitérienne, j'ai donc décidé de débattre avec mes concurrentes, toutes de valeur. Et bien sûr, je suis venue sans mon équipe de campagne, sans questions préparées, parce qu'il faut aussi équilibrer, qu'elles aient un peu la chance de mettre en avant leurs énormes qualités. Plus sérieusement, je suis une jeune élue, mais alors jeune uniquement concernant mon mandat, hein, donc je tremble un peu. Donc je suis conseillère d'arrondissement du 9e depuis juin 2020, en charge de conquérir l'arrondissement, ce qui est quand même un sacré boulot quand on est un peu isolé en tant qu'élu d'opposition, et avec des camarades de Paris en commun pas très enfin, conciliants. Donc, mais ceci étant, c'est un mandat intéressant, et commencer dans l'opposition est assez formateur, je dois le dire. Revenons, c'est terrible, excusez-moi, c'est le stress. Revenons à mon engagement. Il remonte assez loin, mais mon engagement réel en politique est tardif. Je suis quelqu'un qui est sorti diplômé à 46 ans, c'est dire. 26 ans d'études, c'est énorme. Alors, je ne vous explique pas le champ de compétences multiples que j'ai pu acquérir au fil de ce parcours. Non, nous sommes aujourd'hui, on le sait, à un point de bascule, et à un triple point de bascule, si je peux le qualifier en ces termes. Le changement climatique, hein, qui met en péril notre habitacle, le changement technologique, hein, qui va profondément nous affecter, hein, nous les humains, hein, y compris la cohésion sociale, on le voit déjà avec les services publics, la dématérialisation de la relation à l'usager, hein, qui isole, et donc hein, qui atteint hein, de manière un peu psychologique hein, pas mal de gens qui se retrouvent aujourd'hui souvent seuls derrière un ordinateur. Et nous avons aussi, en même temps, hein, c'est souvent dans ce genre de situation, une véritable crise démocratique, hein, donc un état de droit bafoué. On le voit au niveau déjà de l'impôt, hein, l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et je dirais et de la citoyenne, précise que tout le monde doit participer à l'effort collectif en fonction de ses facultés. Aujourd'hui, on se rend compte en réalité que ce sont toujours les mêmes qui paient, pendant que d'autres, au final, vivent sous l'abondance, gorgés d'exonération fiscale et d'avantages de toute nature. Pour vous donner un exemple, nous avons eu le Brexit. Le Brexit a entraîné le déplacement sur Paris de l'autorité bancaire européenne. Donc ça a entraîné également la venue de tous nos amis de la finance, hein, ceux-là même qui nous mettent dans la merde, excusez-moi pour mon langage grossier, depuis des années. Mais on s'est dit, bon, ils viennent, c'est sympa, du coup on va être sympa avec eux.
Donc, la loi de finances 2018, enfin la loi de finances de 2019 votée en 2018, Emmanuel Macron, le gouvernement, leur a concocté un petit service, une petite disposition sur mesure. Ce qui fait que tous ces gens de la finance qui ont été envoyés, c'est-à-dire des banquiers recrutés, envoyés par une entreprise étrangère et venus en France et qui y restent 8 ans, alors il y a quelques conditions, et bien ces gens-là, aujourd'hui, ils bénéficient de 50% d'exonération fiscale. Donc pour vous donner, pour illustrer, un petit banquier qui touche 300 000 euros, qui devrait payer 108 000 euros d'impôts à la louche, et bien aujourd'hui, grâce à ceux qui nous gouvernent, et bien il en paie 47 000. Ce qui fait que sur 8 ans, ça s'appelle le régime des impatriés, ce qui signifie que sur 8 ans, il aura eu un gain net dépassant les 300 000 euros. Et à côté de ça, on refuse une prime de 50 euros pour que ceux qui crèvent de faim, et je sais de quoi je parle, parce que je sais ce que c'est que de ne pas manger à sa faim, d'être obligé à aller à l'école maternelle, d'aller piquer le goûter de ses camarades pour manger. Donc je prends la mesure aujourd'hui de la difficulté que vivent certains de nos concitoyens, mais en attendant, sachez-le que certains vivent dans l'opulence. Donc c'est pas mal de choses. Donc, oui, et donc il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense que notamment, alors pour Paris, c'est d'abord, et ça sera ce que les sénatrices et sénateurs auront à affronter à leur arrivée en septembre, c'est la loi de finances à partir du mois d'octobre. Donc deux choses, pour pouvoir par exemple pour Paris être à la hauteur de nos ambitions, ce que je veux dire, il faut que ce le soit budgétairement. Donc ça nécessite une réforme fiscale d'ampleur pour que les collectivités locales puissent au final agir de manière concrète et puissent aller au bout de leurs ambitions. J'ai dépassé? Oh, pardon. Désolée. C'était parti. Les femmes respectent leur temps, les hommes jamais. Ouais, mais je respecte pas la règle. Alors. Ouais, bah, il y a un peu quand même. Mais oui. Bien, bonjour à toutes et tous. Alors, c'est moi qui termine cette première partie de présentation. Moi, je suis Antoinette Gull. Je suis actuellement vice-présidente de la métropole du Grand Paris, en charge de la nature, de la biodiversité et de l'agriculture. Des sujets ô combien intéressants et ô combien capitaux aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'idée, la biodiversité dans la métropole du Grand Paris, quelques chiffres tragiques. C'est la perte de 70% de la population de moineaux aujourd'hui, depuis 10 ans, dans la métropole du Grand Paris. C'est la perte de 40% des oiseaux, de 20% des papillons. Cette perte de biodiversité, elle est dramatique. Elle est dramatique pour le Grand Paris, un territoire ô combien urbanisé, et d'ailleurs elle est liée à cette urbanisation, mais elle est dramatique plus généralement en France et dans le monde. C'est un sujet capital pour nous, écologistes, car il s'agit là de la protection du vivant. Je le dis parce que lorsqu'on parle d'écologie, il y a beaucoup de sujets en fait qu'on embrasse dans l'écologie, et on le voit par ce tour de table d'ailleurs fort intéressant, où de nombreux sujets en fait font l'écosystème de l'écologie. Quand on va aller parler de réchauffement climatique, eh bien oui, on va aller parler de perte de biodiversité. Quand on parle de perte de biodiversité, on voit l'impact que ça peut avoir sur les paysages, que ça peut avoir sur l'agriculture. Quand on parle de changement climatique, on parle de sécheresse, de perte agricole, on parle d'incendie, etc. Donc ces éléments, tous ces éléments qui sont des éléments systémiques, méritent, j'allais dire, d'être embrassés en même temps dans un discours global, mais aussi de manière hiérarchisée. Donc c'est pour ça que je voulais évoquer la question de cette perte du vivant, de cette perte de biodiversité, pour commencer. Donc, je le disais, ça c'est mon mandat actuel. Précédemment, moi j'ai été élue en 2014 pour la première fois, c'est donc là mon deuxième mandat qui est en cours. Mon premier mandat, je l'ai mené sur un sujet qui me tient à cœur, puisque j'étais maire adjointe à Paris, en charge de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire. Un sujet ô combien important, parce que là aussi, il s'agit d'inventer un nouveau système économique qui puisse nous permettre de faire cette transition écologique que nous appelons de nos voeux,
eh bien, il n'y aura pas de transition écologique si nous n'avons pas de transition économique. Et celle-là, elle réside dans les changements de règles. Changements de règles fiscales, tu l'as évoqué. Effectivement, nous avons là des choses à changer. Depuis quelques années, il y a eu par exemple une réforme de l'ISF qui nous fait perdre 3,5 milliards d'euros par an. Ce n'était pas un problème à ce moment-là. Mais aujourd'hui, les 10 milliards de déficit qu'il manque pour équilibrer le système de retraite, lui, est un problème. Les 100 milliards qui ont été affectés au CICE pendant les 10 années précédentes n'étaient pas un problème. Mais les 10 milliards qui pourraient éventuellement être du déficit sur le régime des retraites, lui, est un problème. Donc vous le voyez, c'est bien dans l'arbitrage à la fois des dépenses, mais aussi dans la fiscalité, que se trouvent les réponses à grand nombre de problèmes que nous rencontrons. Donc oui, il est important que nous puissions travailler pour une réforme à la fois fiscale, mais aussi économique de notre pays. Ça, c'est le deuxième point. Et enfin, un troisième point, moi, qui me tient à cœur, et je le dis ici, c'est la question de la jeunesse. Je pense qu'une société qui traite mal sa jeunesse est une société qui n'a pas d'avenir. Eh bien, aujourd'hui, je le dis, nous maltraitons la jeunesse. Il y a quelques années, les étudiants étaient 15% à devoir travailler pour pouvoir financer leurs études. Aujourd'hui, ils sont plus de 50%. Notre gouvernement pense qu'on peut mettre au pas la jeunesse avec un SNU qu'on va imposer pendant 15 jours, même s'ils ont fait un petit peu marche arrière ces derniers temps, mais enfin, ça ne va pas durer. Eh bien non, moi je pense que la jeunesse, au contraire, il va falloir que nous lui donnons toutes les chances de pouvoir s'autonomiser, de pouvoir imaginer un avenir, de pouvoir imaginer leur avenir et l'avenir de notre société. Car c'est eux qui ont en main les solutions. Et pour cela, il faut que nous ayons vis-à-vis d'eux une attitude bienveillante, c'est-à-dire que nous leur permettions de vivre hors précarité. Ça, c'est un sujet important quand on voit les files d'attente à l'aide alimentaire, mais aussi quand on voit les dégâts qui sont faits actuellement dans l'éducation, je pense à la fermeture des lycées professionnels, et bien là, on touche aussi de plein fouet la jeunesse de notre pays, pour ne citer que quelques sujets. Moi, je suis écologiste depuis longtemps, donc ça veut dire que j'ai encore 30 secondes. Moi, je suis écologiste depuis longtemps. Moi, j'ai poussé la porte des écologistes le 22 avril 2002, après le 21 avril 2002, qui a été pour la première fois l'arrivée de Jean-Marie Le Pen, enfin d'un Le Pen, au second tour de la présidentielle. Ça a été un électrochoc. Moi, c'est le déclic qui m'a fait m'engager en politique. Et bien entendu, une fois que cette décision de m'engager en politique était prise, c'est la porte des Verts que j'ai poussée. Et depuis ce jour-là, moi, je veux être absolument loyale à mon parti parce que je pense que c'est nous qui portons l'avenir de notre société. Ce sont nos idées qui doivent gagner dans la décennie à venir pour surmonter les grands défis qui se présentent à nous, que soit l'injustice sociale, que soit l'injustice environnementale et le défi climatique, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Vous avez bien respecté les 5 minutes. Et nous passons maintenant à la deuxième partie. Donc nous avons un débat d'une heure et demie, un échange entre les candidats et le public présent. Donc je vous invite à poser des questions. Oui. Zhong Myung-Ling, tu fais partie du groupe local 13e de Paris. Je vous pose cette question à toutes les candidates. Vous, en fait, là, la famille était la question sur la famille. En fait, à Paris, en France, déjà la norme de la famille, c'est considéré être composé entre un couple de deux sexes, ou je sais pas, ça dépendra du couple, en tout cas, un couple dont une personne est son amant ou son amante et des enfants. En fait, c'est ça la norme considérée comme famille.
Mais en fait, aujourd'hui, tu vois, de mon côté, il y a beaucoup de célibataires ou des gens qui décident de ne pas avoir des enfants. Il y a plusieurs motifs déjà, coût cher de la vie en général, et aussi face au changement climatique, il y a décisions personnelles, voilà, pour s'engager, en tout cas, de vivre cette manière-là. En fait, mais au sein de notre politique ou notre société, seulement j'ai l'impression que la famille, quand on parle de la famille, c'est uniquement, en tout cas, c'est la norme considérée. Voilà, un couple et des enfants. Là, il faut remettre en question cette norme. Donc, du coup, par rapport à ça, je voudrais écouter votre positionnement et votre avis sur la famille et la norme de la famille, etc. Merci beaucoup. J'appartiens au groupe du 16e arrondissement, dont s'occupe Frédéric. Voilà, moi la question que je vais poser à la conseillère sénatoriale, c'est la question que se posaient les Verts il y a encore quelques années. Maintenant on a l'impression qu'on est rentré là-dedans, que ça va de soi, Pour moi ça ne va toujours pas de soi. Maurice Duverger disait autrefois que le Sénat c'est la chambre de la pomme de terre et de la châtaigne. Bon, ça a un peu changé, le Sénat s'est urbanisé. Mais enfin voilà, la question est posée. En plus, on a une expérience, moi j'ai une expérience personnelle, pour avoir été au PS un court moment. Je me souviens que les sénateurs que nous avions dans le 16e, parce que le 16e arrondissement a longtemps eu des élus de gauche, leur action au Sénat a été insignifiante. Lorsque Jean-Yves Manot a succédé à Bertrand Delanoë, qui est élu maire, lui a cédé la place, le premier acte de Jean-Yves Manot, c'est d'appeler son fils, qui était dans le Midi, qui n'avait pas de boulot, et de le nommer assistant et de faire venir son fils à Paris. Il est allé rue de Solferino pour coller des enveloppes. Voilà, donc moi je n'ai jamais vu réellement le rôle local, en tout cas, des sénateurs. Et si j'avais une chose à demander à la sénatrice qui demain sera élue, c'est d'avoir un lien avec les groupes locaux. Parce que nous, dans certains arrondissements, on est bouche bée, je veux dire, on ne peut rien faire. Sous mes fenêtres, à la porte Dauphine, je vois bétonner, avec l'arrivée du tramway, supprimer 2 squares, et là où nous avions il y a quelques années des trottoirs végétalisés, on a demain des trottoirs macadamisés. Donc voilà, donc on est tout à fait, on n'a pas de relais avec nos élus. Donc on n'a plus aucun relais, et je trouve que ça serait une bonne chose que l'élu d'entre vous qui sera demain au Sénat puisse garder un lien avec ses groupes locaux. C'est très important. Merci beaucoup. Merci. C'est une question à tous les candidats. C'est par rapport, une seule question, c'est par rapport à la couverture hospitalière à Paris, et notamment dans les 18e, parce que cette réunion a été organisée notamment par les 17e et les 18e. Et donc, on a voté au CPD il n'y a pas longtemps une motion Bichat. Donc, ce que je voudrais savoir de toutes les candidates, est-ce que votre position est le maintien de Bichat en tant qu'hôpital général? Et je rappelle que même le MEDEF, il y a quelques semaines, a dit qu'il faut maintenir un hôpital à Bichat. Et je rappelle que dans le 17e, où j'habite, il y a eu 2 cliniques fermées ces dernières années, et il ne reste que la clinique Sainte-Thérèse près de Cardinet. Et que si l'hôpital disparaît, il y a le 18e aussi qui n'aura pas d'hôpital. Donc le 17e et le 18e, on restera sans hôpital. Donc je voulais savoir si les candidats sont pour le maintien d'un vrai hôpital général avec chirurgie, médecine réa, urgence et maternité. Et non pas comme j'ai entendu certaines personnes parler de maisons de gériatrie, EHPAD ou je ne sais pas quoi, et maternité. Non, il faut maintenir tout, il faut maintenir un vrai hôpital. Je sais que ça va à l'encontre de ce que demande, ce que veut l'assistante publique hôpital de Paris, qui voudrait en fait économiser, diminuer de 300 postes, puisqu'on va fermer l'hôpital de Bichat et l'hôpital Boyon, donc on perd 300 postes, 500 ou 600 postes de soignants. Donc, il faut qu'on soit très clair là-dessus, c'est que Europe Écologie Les Verts, elle est pour le maintien d'un vrai hôpital général à la Porte de Saint-Antoine, l'actuel hôpital Bichat, même s'il est démoli, on construit un nouvel hôpital, mais il faut le maintenir, c'est essentiel pour les habitants des 17e et des 18e.
cela n'empêche pas qu'un nouvel hôpital soit construit à Saint-Ouen, puisque la Seine-Saint-Denis, c'est le département de France qui est le moins pourvu en hôpitaux et en médecins. Mais en fait, il faut maintenir cet hôpital. Et je voudrais une position ferme et non candidate par rapport à ça. Alors, j'ai noté les questions, c'est pour ça que je regarde mon téléphone. Donc la première question portait sur la famille. Vous avez raison, je crois que le principe même de famille est en train de changer. Enfin, il change déjà depuis plusieurs décennies. On n'est plus du tout, bien entendu, aux familles classiques, y compris celles que vous mettez comme étant un stéréotype. Je crois qu'on est déjà plus là. On a déjà dépassé ce stéréotype de la famille. Aujourd'hui, il existe plein de manières de vivre. Alors moi, je sais, je me souviens, je vous disais que je suis arrivée chez les Verts en 2002. Moi, je me souviens de Noël Mamère, puisque moi, j'ai adhéré chez les Verts en Gironde, et justement parce que Noël Mamère venait de se présenter à la présidentielle. Quelques années après, c'est lui qui a fait le premier mariage homosexuel. Donc moi, je le salue, parce que bien avant tout le monde, nous avons là aussi, nous, eu, je ne vais pas dire l'intuition, je vais dire la vision du changement qui était en train d'opérer, et aussi des discriminations auxquelles il nous fallait répondre. Et ça, c'était en 2004. Alors aujourd'hui, je le dirais, et je le dis pour vous, les formes familiales sont très différentes. Nous avons des femmes seules, je pense à elles en particulier, des femmes seules avec enfants, qui ont ce qu'on appelle la charge de famille, qui souvent vivent dans des conditions assez précaires, dans les quartiers populaires, etc. Et donc oui, la politique écologiste que nous devons mener, nous devons la mener en particulier pour les publics les plus fragiles, dont font partie notamment ces femmes. Ensuite, je dirais, respect à chacun de choisir la vie qu'il veut mener, avec qui il veut la mener, dans la limite du consentement de l'autre. Tout me va. Voilà et tout me va comme type de famille possible. Ça, c'est sur cette question. Sur la question d'à quoi sert le Sénat, j'ai envie de vous répondre parce que nous avons eu hier au Sénat une de nos sénatrices qui a fait passer un certain nombre d'amendements votés à la majorité, donc des amendements qui sont passés sur la protection de la forêt suite aux incendies qu'il y avait eu dans les Landes l'an dernier. Je tiens à le dire parce que c'est vrai que c'est pas si fréquent qu'au Sénat, nous ayons des victoires. Mais pourquoi ça n'est pas si fréquent? Parce que longtemps, nous n'avons pas eu de groupe au Sénat. C'est tout nouveau, ça fait 3 ans que nous avons un groupe de sénateurs, qui fait d'ailleurs un travail extraordinaire. Moi, je voudrais citer la constitutionnalisation du droit à l'avortement par Mélanie Vogel. C'est bien parce que nous avons une sénatrice écologiste que nous pourrons avoir cette avancée. Donc, je m'inscris en faux. Non, ça n'est pas inutile, bien au contraire, c'est très utile d'avoir et un groupe de sénateurs forts et sénatrices fortes et un groupe de députés forts. Et c'est en travaillant ensemble, main dans la main, avec nos élus municipaux, ce que nous avons fait, notamment par exemple sur la loi JO, où nous avons réussi à coordonner nos connaissances et nos forces sur le sujet. Et bien comme nous l'avons fait là-dessus, nous allons pouvoir le faire sur d'autres lois et obtenir des victoires. Je signale également que hier, nous avons obtenu une victoire, puisque c'est la soirée de la niche parlementaire à l'Assemblée nationale, et que nous avons obtenu une victoire, puisque la délibération portée par Sandrine Rousseau a été votée à l'unanimité sur la prise en charge... a été votée, excusez-moi, a été votée pas à l'unanimité, mais a été votée, comme quoi il est possible aussi de convaincre dans ces assemblées dans lesquelles nous sommes minoritaires. Moi, pour être à la métropole du Grand Paris, je peux vous dire, nous sommes minoritaires. Et pourtant, nous sommes dans l'exécutif. Et pas après pas, nous réussissons à imposer le fait qu'il y ait un budget spécifique et important pour la biodiversité. Nous réussissons à imposer le fait qu'il y ait 30% de pleine terre réservée dans le schéma de cohérence territoriale qui va s'appliquer au PLU. Donc non, moi, je ne baisserai pas les bras. Et au contraire, je dis, allons-y, soyons fiers de ce que nous portons, soyons radicaux dans nos positions, mais soyons... soyons souples dans la manière dont nous les portons, car nous pouvons engendrer des majorités sur des textes de loi, ce qui a été déjà fait et prouvé par nos élus actuellement en fonction. Et il y avait une autre question sur le lien avec les groupes locaux, ça me semble absolument indispensable.
Et effectivement, moi je peux m'engager sans difficulté à ce que ce soit fait, parce qu'effectivement, j'allais dire que c'est du bon sens, et c'est une belle manière de faire de la politique. Et oui, la dernière question, c'était sur l'hôpital Bichat. Moi, je suis pour le maintien, effectivement, de l'hôpital Bichat, parce que je pense que nous perdons beaucoup d'hôpitaux publics à Paris. Nous en avons perdu beaucoup ces dernières années. C'est le cas partout en France. Pour voir ce qui s'est passé depuis le Covid, l'importance qu'a eu la fonction hospitalière, qu'ont eu les infirmiers, qu'ont eu les infirmières dans cette période du Covid, les conditions de travail terribles qu'ils ont eues, etc. Et après, ne pas être capable, de la part de notre gouvernement, de mener une politique hospitalière digne de ce nom. Pour vous donner un exemple, juste après la période de Covid, les règles qui ont été données aux hôpitaux, c'est de continuer les fusions d'hôpitaux. Vous pensez qu'après 18 mois de Covid, le personnel hospitalier n'avait pas autre chose à faire que de s'engager dans de nouvelles fusions d'hôpitaux, au détriment d'ailleurs du soin. Donc moi je suis oui pour que nous maintenons l'hôpital public, pour que nous renforcions considérablement les moyens donnés à l'hôpital public, et puis que nous maintenions tous ces efforts sur la santé. Je pense que là, tout comme l'éducation, nous sommes en train de perdre des acquis, et y compris des acquis sociaux, puisque la santé est aussi un acquis social, que nous avons gagné de haute lutte et que nous sommes en train de perdre parce qu'il se délite petit à petit. Donc l'hôpital Bichat, comme d'autres hôpitaux en mode rural, en territoire rural, eh bien oui, il faut les maintenir, car ce sont eux qui permettent d'avoir une vie sociale et une vie en bonne santé. Donc oui. Donc sur la première question concernant le modèle, il est d'abord favorisé par des mesures fiscales. Il y a une politique de natalité en France qui est favorisée par les mesures fiscales, puisque selon le nombre d'enfants, vous avez des avantages fiscaux qui sont le quotient familial. Une demi-part pour les 2 premiers enfants, et vous avez souvent des couples qui font le 3e enfant pour avoir la 3e part. Donc il y a une volonté effectivement de ce modèle, oui, mais ça arrive. Il y a une volonté, donc c'est une volonté effectivement de favoriser la natalité. Après, chacun est libre au final d'avoir son propre modèle. Moi, je fais partie des personnes qui très tôt ont fait le choix de ne pas faire d'enfants. Alors, il n'était pas encore question de réchauffement climatique au moment où j'ai fait ce choix. Il n'était pas question de péril de notre habitacle, mais un choix personnel, assumé. Donc après, chacun, effectivement, est libre de vivre sa vie comme il entend. Mais après, il y a une politique, effectivement, qui est mise en place pour favoriser. Est-ce qu'il faut la revoir ? Est-ce qu'il faut favoriser de nouveaux modèles? Mais j'allais dire, même au-delà. Nous avons dernièrement fait des animaux domestiques, des êtres vivants, capables de ressentir des émotions. À ce moment-là, pourquoi ne mettrions en place un 0,25 de part de quotient familial qui correspond au final à ce que l'on donne à une famille qui a un enfant en garde alternée? Non mais ça aussi, ce que je veux dire, on sait aujourd'hui que la compagnie, on voit avec nos anciens, c'est bon pour la santé. Des hôpitaux aujourd'hui, dans certains cas, intègrent l'animal domestique à titre thérapeutique. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. Il nous appartient à nous de modifier, en tout cas de faire évoluer nos modèles et de les élargir. Voilà sur ce point. Sur le point du Sénat, alors c'est vrai que longtemps, le Sénat, et c'est regrettable, c'était un peu la récompense. En fin de carrière, le notable finissait sénateur. D'ailleurs, c'est ce que je veux dire,
D'où cette moyenne d'âge très, très élevée. Alors ça s'est réduit petit à petit, il y avait très peu de femmes, il y en a encore insuffisamment, 35% de femmes au Sénat. Mais de là à dire, alors c'est vrai que le Sénat a pour compétence principale les collectivités territoriales, on le voit au niveau de, c'est en général l'Assemblée nationale qui a la primauté, c'est-à-dire qui a le dernier vote sur une loi, sauf lorsque ça concerne les collectivités territoriales et notamment la gouvernance. Donc ce qu'on peut y faire d'abord, c'est revoir effectivement revoir les compétences et les modalités de financement des collectivités territoriales. Il va falloir le mettre à plat. On le voit qu'avec la disparition de la taxe d'habitation, la CVAE qui se le fait progressivement, on sait par exemple que pour la ville de Paris, avec la CVAE, c'est presque un demi-milliard de recettes en moins. Et on le sait aussi depuis des années que les dotations globales ne sont pas à la hauteur et qu'avec les dépenses de péréquation que paie la ville de Paris, je crois que cette année au budget, ça lui a fait un solde positif de 40 000 €. Alors donc je dis qu'il faut remettre le financement, alors l'autonomie, mais y compris les compétences. Il faudrait par exemple, comme c'est dans d'autres régions européennes, enfin ou dans d'autres villes, où les villes ont des compétences en matière de santé ou en matière d'éducation, alors que là c'est très limité. Et quand on voit au final ce qui est mis en place par la ville de Paris en matière de santé environnementale par an, il nous faudrait plus de moyens et plus de compétences. Donc il y a des choses à faire au Sénat. Et puis aussi c'est faire entrer la voie de l'écologie, effectivement. Pendant longtemps, il faut qu'on bouscule cette droite qui pense qu'elle est chez elle et qu'au final c'est sa maison. Voilà, enfin tout ça... Donc, sur le dernier point concernant l'hôpital, d'un point de vue général, je regardais encore aux informations ce matin, à Douai, un service pédiatrique qui ferme. On sait qu'au final, c'est national, des maternités qui ferment, des urgences qui n'ont plus les moyens d'être à la hauteur de ce qu'on attend d'un service public. Mais ça, on le sait. Ce que je veux dire, dès lors que vous réduisez les budgets, dès lors qu'on passe à la tarification, à des normes comptables, on est confronté et ça ne va pas aller en s'améliorant de toute manière. Et donc là aussi, nous aurons, nous, sénateurs et sénatrices, à nous battre dès la loi de finances, en fait, parce que c'est là que se font les arbitrages. Donc, c'est dès octobre, et à la rigueur, il faut, et pour l'éducation, et pour la santé, et pour tout se battre à ce moment-là. Pas une fois que c'est voté, où les arbitrages sont faits. Voilà, je passe. Sur la question de la famille, moi je pense que la question que tu poses, c'est la question de la liberté, tout simplement. Et je crois qu'il est temps d'affirmer qu'il n'y a pas d'injonction à ressembler à tel modèle ou tel modèle, et que c'est vraiment ce qu'il faut que l'on arrive à porter. Je voudrais juste dire un mot quand même sur les familles monoparentales, parce que nous en avons énormément, notamment dans le 12e, et c'est un vrai sujet, et ça renvoie à la question de quel service public nous souhaitons porter et développer pour ces familles-là. Voilà, parce qu'il est compliqué. Alors c'est souvent des femmes, à 95-96% des cas, mais il y a aussi des hommes seuls, et la problématique du travail, de la compatibilité avec les horaires pose la question de l'éducation. Nous avions une association qui s'appelle Mômes Freinés, qui a été développée à Paris, et qui prenait les enfants à la sortie de l'école, qui leur faisait faire les devoirs, les goûters, et qui faisait une activité culturelle derrière, qui s'était développée dans 6 arrondissements de Paris. Et là, clairement, l'association met la clé sous la porte dans tous les quartiers qui ne sont plus politiques de la ville. Et donc nous, dans le 12e, nous le perdons. Ça veut dire qu'il y a une 60aine de familles monoparentales qui avaient trouvé un moyen de pouvoir travailler en activité et d'avoir des enfants qui en plus faisaient de la culture, qui ne l'auront pas. Et pour moi, là, clairement, il y a un problème de hiérarchie des valeurs et de là où on met l'argent. Voilà. Et je pense clairement que quand on pose la question des moyens qu'on donne aux collectivités, et moi je suis d'accord pour qu'on reprenne la fiscalité des collectivités, mais aussi les outils qu'on met à leur disposition, il faut que les collectivités soient réarmées pour mener les politiques. Je ne l'ai pas dit, mais moi je pilote les outils des politiques publiques et notamment de l'énergie. Je pense que si demain nous voulons reprendre en main notre politique énergétique, il faut donner aussi les moyens aux collectivités de produire local,
de développer les énergies solaires sur place, et donc il faut pouvoir créer de l'économie mixte, et donc il faut pouvoir donner les moyens aussi en faisant évoluer les lois pour que les collectivités puissent créer ce type d'outils. Et donc la question qui est posée à nous, c'est nos choix budgétaires. Et je voudrais dire un dernier mot, parce que tu es vraiment très calé sur la fiscalité, mais moi il y a quelque chose qui m'énerve dans la notion des parts, c'est la question de la part des jeunes jusqu'à ce que les parents les déclarent. Et je trouve ça mais vraiment injuste. J'ai été en responsabilité sur les missions locales, il y a plein de jeunes qui sont en rupture avec leur famille, plein de jeunes qui ont besoin à partir de 18 ans de développer leurs propres activités et qui ont besoin d'argent, et parce qu'ils sont déclarés sur les parents, ils n'ont pas d'aide. Et donc je pense que la question qui nous est posée, c'est de faire rentrer les jeunes dans le droit commun, de manière à ce qu'ils puissent avoir de l'autonomie et qu'ils ne soient pas systématiquement vécus comme des enfants assistés jusqu'à ce que les parents arrêtent de les déclarer. Et donc ça, c'est aussi un sujet qui relève de la famille et qui est un sujet compliqué dans les pays latins, où on a tendance à renvoyer à la famille pour beaucoup de choses les solidarités et où l'État n'assume pas l'émancipation et l'autonomie des jeunes. Sur le Sénat, la question est taquine, mais je pense que nous pouvons, là, regarder notre groupe de sénateurs avec fierté, pas simplement pour ce qu'ils font passer, Antoinette l'a rappelé, mais aussi par le fait qu'ils ont réussi à intéresser l'opinion, à être sur les médias et à porter des thèmes sur la réforme des retraites. Je pense que nous n'avions pas à rougir des interventions de nos sénatrices et sénateurs au Sénat. En tout cas, moi, si j'y vais, c'est pas pour dormir. C'est pas pour faire carrière. D'ailleurs, je m'engage à faire sauter la retraite des sénateurs. J'y vais pas pour ma retraite. Je travaille, c'est bien pour m'assurer ma retraite moi-même. Mais je pense que voilà, c'est une chambre dans laquelle il peut se passer beaucoup de choses. C'est la chambre, c'est la haute chambre, c'est la chambre des territoires. Mais quand on est écologiste, on croit au territoire. Et donc, il y a plein de leviers, plein de choses que l'on peut bouger à ce niveau-là. En tout cas, moi, c'est pour ça que j'y vais. Sur le travail avec les groupes locaux, je pense qu'on a une belle réussite. On a la réussite du PLU, où le GTPLU a été associé avec les conseillers de Paris. On sort d'une phase extrêmement intéressante et je pense qu'il faut poursuivre. Et moi, je m'engage par ailleurs à mettre en place un comité citoyen tiré au sort pour les amener dans la fabrique de la loi. Pourquoi ? Parce que je crois que quand on est parlementaire, on a un devoir aussi de ramener des citoyens vers la politique et que c'est un moyen de le faire, que l'abstention n'est pas un avenir et qu'il faut vraiment le combattre, comme je pense que c'est aux parlementaires comme au Conseil de Paris d'aller dans les classes pour expliquer ce que c'est que l'engagement et ce que c'est que le mandat. Alors dernier sujet sur l'hôpital, moi je suis clairement pour un moratoire des fermetures. On n'a pas eu le temps de parler de tous nos combats, mais moi je me suis beaucoup mobilisée sur la fermeture de la maternité de Saint-Antoine. Voilà. Et on nous avait la maternité de Saint-Antoine avait la spécificité d'accompagner les mères malades. Donc c'était vraiment quelque chose de spécifique. Les femmes atteintes de sida, les femmes qui avaient des pathologies particulières. Quand on a fermé Saint-Antoine, ces femmes n'ont plus été traitées pendant la grossesse. Or on sait que la grossesse est un moment compliqué où ça s'aggrave et elles n'ont pas été traitées. Et on nous avait expliqué que Trousseau prendrait le relais et que parce qu'on se regrouperait, on aurait du coup plus de performance. Nenni, vraiment rien. C'est-à-dire que les femmes qui n'accouchent pas à la date prévue, ce qui est objectivement le cas de beaucoup, eh ben, elles sont transportées dans d'autres départements parce qu'il y a un nombre de lits précis, un planning précis, et que ce n'est pas vrai que par le nombre, on crée la qualité ni le suivi régulier. Et donc moi je suis pour un moratoire sur Paris, je ne crois pas du tout au regroupement. Je pense qu'en plus on a des fermetures du privé et on a un taux de médecins qui s'amenuise, et la France c'est encore pire. Et je pense qu'il faut que là on se pose et que l'on reprenne tout ça, et je crois beaucoup plus aux structures complètes de proximité, parce que Paris c'est quand même un nombre de populations. En plus, l'arrondissement dont tu parles, c'est des populations qui ont recours aux urgences de manière régulière. Donc moi, je suis vraiment pour un moratoire, pour un maintien et un soutien aux services publics. Je suis pour une réouverture des lits, je suis pour une revalorisation du personnel, et je suis pour qu'on remette de la hiérarchie dans les salaires. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est important dans notre société ? Ce sont les aides-soignantes, ce sont les assistantes maternelles, ce sont les infirmières, ce sont tous ces métiers du care, et pas forcément ceux qui développent des startups ou qui arrivent d'Angleterre et qui s'installent dans le 9e arrondissement, comme le disait Frédéric très justement. Donc vraiment, portons le service public, c'est un bien commun au même titre
que l'eau, l'air, et c'est comme ça qu'on fait société. Alors j'ai commencé par l'hôpital parce que il me semble que ça s'adressait un petit peu à moi, mais peut-être que je me trompe, mais en tout cas, en tant qu'adjointe à la santé, je pense que c'est important que je vous réponde. Alors d'abord sur la question de Bichat, très simplement, la question de Bichat, j'ai toujours, moi, fait en sorte qu'on garde un site hospitalier à Bichat, en l'occurrence à Côte-Bernard. Pourquoi j'appelle pas ça Bichat, moi personnellement, c'est que tout simplement, c'est une tour amiantée en très mauvais état et que donc, en l'état, cette tour, elle ne peut pas rester. Mais construire autre chose, faire autre chose, garder Claude Bernard en hôpital. Alors, le petit désaccord que j'ai avec vous, c'est sur la gériatrie. Alors là, je trouve ça extrêmement important de garder la gériatrie. Et je peux vous dire une chose, c'est que la gériatrie, elle disparaît de toute la PHP. Donc ça, c'est un combat que j'ai absolument. Et ça avait été une promesse qu'on en mettrait à Côte-Bernard. Et je me battrai, je veux bien discuter avec vous sur la gériatrie. Ben là, pour l'instant, les petits vieux, excusez-moi, en EHPAD sont maltraités et on est en train de les virer de la gériatrie et on ne fait rien d'autre. Donc c'est extrêmement grave ce qui se passe. Donc moi, là-dessus, non, je pense qu'il faut des lits de gériatrie là, il faut des lits de gériatrie également à Saint-Ouen et il en faudra aussi dans le nouveau Les Révoisières. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas garder de site hospitalier. C'est la première chose. Au contraire, parce que la gériatrie, c'est dans un site hospitalier. Par ailleurs, sur la question hospitalière, en règle générale, il est évident qu'on a d'énormes changements à faire. C'est absolument impossible de continuer là où on va. C'est même pas une question de site hospitalier. On a 20% des lits qui sont fermés et des pans entiers des hôpitaux qui sont actuellement fermés. Donc c'est même pas une question de site ouvert. C'est une question de mettre des infirmiers, infirmières et médecins à l'intérieur. Et pour l'instant, on est complètement égal parce que c'est quand même une blague totale l'histoire de l'arrêt de tout ce qui est quota des médecins. Vous savez quand même comme moi que quand on n'augmente pas le programme de formation pour les médecins, même si vous arrêtez les quotas, de fait, personne n'a les moyens de former plus de médecins et d'infirmiers. Donc la réalité, c'est que c'est pas de changement, pas de perspective, et qu'il y a un désespoir actuel à l'hôpital qui est, je dois dire, dont nous devrions être tous solidaires dans la rue au même titre que les retraites. Donc oui, il va falloir investir non seulement dans les murs, mais surtout sur les personnes. Je parlais du CARE, mais c'est aussi les médecins, et c'est tout le filage, c'est aussi les médecins généralistes, c'est l'ensemble du système qu'il faut revoir à la hausse, et sérieusement à la hausse. Quitte à revoir même le mode de financement, voir comment on peut augmenter les cotisations, parce qu'il ne faut pas avoir peur d'augmenter des cotisations pour tout le monde quand c'est nécessaire, plutôt que de baisser les prestations et justement laisser mourir les gens, en particulier les personnes âgées, les plus fragiles. À chaque fois, quand on ne soigne pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sont ceux qui sont les plus éloignés, enfin, quand il manque du personnel, sont les plus éloignés du soin et qui perdent au change. Je pense à ce qui s'est passé pendant le Covid, où on a vu les personnes âgées qu'on laissait mourir, où on a vu les personnes qui étaient dans les quartiers populaires qui mouraient, et les femmes qui ont été les plus touchées, frappées, surtout évidemment dans les quartiers populaires. Donc je veux quand même montrer à quel point ces combats-là, il faut les reprendre. On a bientôt le PLFSS à la rentrée. C'est un sujet sur lequel évidemment il faut complètement travailler, avec un point aussi que vous n'avez pas évoqué là, mais qui est la question qui est passée au Sénat, en tout cas en commission, sur la question d'enlever une AME gratuite pour les personnes, en particulier évidemment étrangères. Ça, c'est complètement scandaleux. C'est que c'est un combat, c'est pareil, qui devrait être un combat qu'on devrait tous porter, et là quand je dis tous, c'est en dépassant largement ELV, évidemment, sur le fait qu'on devrait avoir une CMU universelle qui inclut, c'est tout à fait le contraire, qui inclut les personnes, toutes les personnes, y compris qui n'ont pas de couverture sociale. Ça a failli passer sous la droite, il faut quand même se souvenir, et ça n'a jamais été remis en cause par la gauche, et maintenant qu'on a une droitisation majeure de nos hémicycles, eh bien on voit qu'on est en train de vouloir faire payer des gens qui n'ont pas du tout d'argent et qui ne pourront pas se soigner. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qu'on va laisser mourir dans la rue
en France. Donc voilà sur la question de l'hôpital. Deuxième question sur les familles, je vais aller un peu vite, mais pour moi, l'assignation familiale, je trouve que c'est une situation dont on devrait sortir définitivement dans notre société moderne. C'est une assignation sur laquelle, finalement, quand on n'est pas dans une famille, on est toujours considéré un peu en marge d'une société. Une famille, comme tu dis, composée de parents, d'enfants, etc. Et c'est particulièrement vrai pour les femmes. Encore les hommes peuvent à peu près se sortir de cette assignation, les femmes beaucoup plus difficilement. C'est très important de voir comment on peut changer ce prisme-là. Et c'est possible par un certain nombre de biais aussi législatifs. L'autonomie, par exemple, des aides sociales, elle est essentielle. Le fait qu'une femme qui a, par exemple, qui a un enfant, ou pas d'ailleurs, mais qui se retrouve dans des précarités sociales plus importantes, ce qui est encore très fréquent, eh bien, si elle est de fait, s'il y a une solidarité dans le couple et où elle a des difficultés à en sortir, ça va empêcher le fait qu'elle retrouve son autonomie sociale et administrative. Donc c'est absolument essentiel d'avoir une vision comme ça. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais en tout cas, je pense qu'on doit repenser à l'aune de nouveaux paradigmes. Juste là-dessus, moi je suis aussi, on parle encore des personnes âgées, monsieur, parce que vous m'avez lancé là-dessus, eh bien, la question des personnes âgées, c'est aussi de pouvoir avoir des habitats participatifs et de pouvoir constituer des familles avec des gens qu'on a choisis, y compris pour passer une période de sa vie qui est la dernière période, mais qui pour autant n'est pas forcément la pire et qui pourrait même être enviable. Donc ça aussi, c'est faire famille, et je pense que nous, institutions, nous élus, on doit aller dans ce sens-là. Dernier sujet, je ne m'en souviens plus, c'était quoi votre... Le Sénat. Le Sénat, à quoi sert-il? Eh bien, mais bien sûr, le Sénat, à quoi sert-il? Pour moi, c'est vraiment à la fois la Chambre, évidemment, des régions, le fait de faire sens avec les collectivités locales et de faire remonter un certain nombre de besoins pour changer les lois. C'est vraiment ce que j'allais dire, que si c'était correctement transformé, c'est-à-dire avec évidemment un suffrage universel et pas un suffrage de cooptation qui est le nôtre, qui est carrément scandaleux, je ne vais pas revenir là-dessus, si c'était aussi évidemment avec une proportionnelle, si on avait aussi une part de démocratie participative interne importante et qui serait intéressante à avoir, et un lien structurel, mais c'est pareil, je ne vais pas aller plus loin que ça, avec les conseillers régionaux, je pense qu'on pourrait avoir quelque chose qui est à l'aune de notre volonté écologiste, c'est-à-dire au lieu d'être jupitérien, je ne sais plus qui employait ce terme-là, voilà, eh bien, on pourrait faire l'inverse, c'est-à-dire faire remonter des politiques et faire en sorte que ce qu'on expérimente localement, comme par exemple ce qu'on peut faire à Paris, pourrait remonter et faire sens et à un moment donné être modélisé au niveau national. Et ça, ce serait vraiment une transformation radicale. Merci. Ça fait long, non, les réponses. Si vous voulez une salle, donc je vais essayer de ne pas faire trop long. La question sur la famille. Un papa et une maman, on ne ment pas aux enfants, j'ai envie de dire. C'est vraiment la base, quoi. Non, mais c'est primordial. Ce que tu demandes, et je rejoins beaucoup de choses qui ont déjà été dites. En fait, le cadre familial, de toute façon, il a déjà beaucoup évolué. La loi l'a fait évoluer. Faut se rappeler ce que c'était les lois pour les épouses par rapport aux chefs de famille et ce à quoi n'avaient pas le droit et tout ça. On l'a fait déjà énormément bouger dans le cadre législatif et dans les droits qu'on donnait et qui, je pense, sont encore imparfaits. Ça, c'est pour une part si on reste dans un type justement, famille, un papa et une maman. On sait que ça a évolué par ailleurs. Je dis ça, j'ai commencé par ce slogan-là, un papa et une maman, on ne ment pas aux enfants, qui a été celui de la manif pour tous, mais parce que je pense que c'est quelque chose d'essentiel. La question de la famille et de ce que ça fait bouger ou pas, de la conceptualisation, parce que quand on dit la manif pour tous, c'était il y a 10 ans, jour pour jour qu'ils étaient dans la rue. Moi, je suis lesbienne, je suis militante féministe et lesbienne, mais je m'en souviens encore comme si c'était hier. Et c'était pas juste la manif pour tous, La manif pour tous, ce que ça a donné, c'est, et je pèse mes mots, c'est du Éric Zemmour et du CNews, les troupes qui ont été rejointes de l'extrême droite, qui l'ont renforcé, qui l'ont rajeuni, qui lui ont appris des techniques de combat. Tout ça, ça vient d'il y a 10 ans et de la façon dont ils ont su former et manifester à l'époque, donc c'est particulièrement important et on le voit.
ça s'est concentré autour de cette notion de famille-là. Donc oui, pour les évidemment, mais je ne veux pas, parce que je pense pas le but de rajouter tout ce qui a été dit, évidemment pour les femmes en famille justement, enfin monoparentales, mais au-delà de ça, je pense que rattachons ça à une actualité. Je trouve qu'on ne prend pas du tout assez en compte, on l'a vu dans le mouvement de lutte contre la réforme des retraites, ça a été souligné, le problème particulier de l'injustice faite aux femmes. Mais moi, je voudrais aller plus loin, parce que quand on a souligné le problème de l'injustice faite aux femmes, on l'a beaucoup dit aussi sur, oui, mais attention, les congés de maternité, oui, mais quand elles se sont occupées d'enfants. Il y a plein d'autres manières de faire société, de faire famille, de faire œuvre d'intérêt général dans la société, que d'avoir des enfants, que d'avoir... et ça, c'est très important, parce que comment c'est reconnu, ça? Ils sont où les trimestres de retraite quand vous vous occupez? Je vous donne un exemple, hein. Toutes les militantes, justement, féministes de la seconde vague des années 70, qui n'ont pas eu d'enfants, mais certaines étaient lesbiennes, ou pas d'ailleurs, peu importe, là, c'est-à-dire... mais qu'est-ce qui devait s'occuper, qu'est-ce qui s'est occupé des parents, qu'est-ce qui s'est occupé d'aller militer dans des associations, de faire bénéficier à l'ensemble de la société des combats qui ont eu là, qu'est-ce qui s'est occupé pendant fin des années 80, début des années 90 de la lutte contre le sida et qui vit maintenant au RSA, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance de ça, c'est pas seulement une reconnaissance. Et c'était ça l'occasion, quand on veut discuter des retraites, c'est ça l'occasion de rediscuter de ces questions-là et de dire... On est dans des cas, et c'est logique, hein, qui sont encore figés par des siècles, des décennies, de réflexes culturels, etc. Et ça demande d'être retravaillé, d'être rediscuté. C'est des questions pas simples en plus à rediscuter, mais dans lesquelles je pense qu'il est important précisément d'avoir une vision un peu plus large de la population et sans trop de normes. Ça me fait une transition pour la question sur le Sénat, parce que moi j'ai envie de dire maintenant, si on me demande à quoi ça sert le Sénat, ça sert à maintenir les équilibres de pouvoir de certains au détriment d'autres. Voilà à quoi ça sert en ce moment, et voilà pourquoi il faut aussi y aller. J'allais dire, y compris au sein du groupe écologiste, parce que c'est pas du tout anodin. On est quand même très, normalement, on s'efforce vraiment, et vraiment je peux en témoigner au Conseil de Paris. On est quand même on essaye d'être en pointe sur certaines questions justement, notamment des questions de parité. Ben là, non, c'est la catastrophe. Le groupe du Sénat, on est en dessous. On est en dessous de la moyenne sur ces questions-là. Sur les questions rajeunissement, féminisation, etc. Et j'ai fait, vous pouvez le retrouver justement encore en ligne, un événement où j'ai tenu à inviter la semaine dernière, lundi, l'Observatoire des violences racistes en politique. Parce que franchement à Paris en plus, on a un groupe de sénateurs qui sont entièrement constitués de personnes blanches. Et là, les candidats et les candidates rebelottent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, on ne peut pas concevoir une minute qu'il n'y a pas un souci et qu'on ne renforce pas. Et ça, je suis persuadée que c'est aussi parce qu'on se dit « Ah, c'est les sénatoriales ». Et que nous-mêmes, écologistes, ça nous met là-dedans comme si il fallait se mettre dans des habits ou des trucs. Ben non, c'est les sénatoriales. Et alors, gardons nos réflexes écologistes, gardons des modalités de scrutin aussi. Et je pense à la façon dont c'est organisé aussi à Paris pour ELV qui change beaucoup. Normalement, il me semble qu'on favorise, et tous les autres territoires étaient un peu surpris en disant « Mais vous ne faites pas le jugement majoritaire, pourquoi vous ne faites pas, déjà qu'on a failli pas avoir de vote et de consultation ?» Mais non, mais je regarde, et pourquoi? Parce que c'est le Sénat, c'est comme ça? Non. Donc essayons de garder que ça... Et moi, j'y vais pour ça, et sur le lien avec les groupes locaux. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué depuis que vraiment je suis conseillère de Paris. Il faut savoir aussi que l'accession, vraiment, moi, je reçois vraiment des dizaines de messages par semaine de gens parce qu'ils m'ont identifié comme élu au Conseil de Paris. Ils me demandent voilà, comment on peut agir et avec qui on travaille en commun. Et évidemment, c'est toujours moi, une stratégie que j'ai beaucoup, qu'on ne change pas les choses. On ne change pas les choses sans une alliance extrêmement forte entre les gens qui siègent à l'intérieur, dans les assemblées, et ceux qui sont à l'extérieur. Et il y a quelqu'un qui s'en rend très bien compte en ce moment, c'est Monsieur le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Parce que qu'est-ce qu'il a déclaré? Il a déclaré qu'il en avait ras-le-bol, ou je ne sais plus quels étaient ces termes, des complicités entre les élus de certaines assemblées et les mouvements qui terrorisent le pays. Et il n'a pas fini de les avoir, non pas des complicités avec des mouvements qui terrorisent le pays, mais des mouvements qui sont vitaux pour l'intérêt général et les élus de certaines assemblées. Et effectivement, c'est comme ça qu'on fait bouger la donne. On n'y arrive pas, on n'y arrive pas tout seul en tant qu'élu.
Et j'ai été, et je suis toujours militante à l'extérieur, écologiste, féministe, on n'y arrive pas tout seul en tant que militante. Faut, comme il dit très bien, une complicité, il n'a pas fini d'en voir, la complicité, si on va au Sénat là-dessus. Et je termine enfin par la question, mais ça vraiment, et alors j'ai pour habitude de laisser aussi des personnes qui connaissent mieux les sujets que moi. On avait évidemment l'adjointe à la santé de Paris qui a répondu sur les hôpitaux, mais moi, évidemment, j'ai une petite pensée en plus pour l'hôpital Bichat, parce que je suis tombée à vélo il y a quelques années, et c'est à l'hôpital Bichat qu'on m'a très bien soignée, donc s'il vous plaît que ça ne disparaisse pas. Au-delà de ça, je veux faire un lien, puisqu'on a parlé évidemment de toute l'importance sur la santé, juste pour dire justement un lien avec la deuxième question sur l'importance des politiques et des élus. C'est la même question sur les services publics, sur qu'est-ce qui est en train de se passer à l'école aussi, comme dans les hôpitaux. On avait une réunion en mairie du 12e arrondissement cette semaine sur la situation de l'école publique, des fermetures des classes, de la concurrence absolument déloyale des écoles privées. Et en fait, ce que nous ont demandé les enseignants et les représentants de la FCPE, des parents d'élèves, ils ont dit, mais nous, on a besoin que les politiques, en fait, on fait le job sur le terrain, on fait le boulot, mais on a besoin de vous relayer dans les messages. Et on relayait, et dites, appelez ça par son nom, ce sont des liquidateurs de l'hôpital public, comme ce sont des liquidateurs de l'hôpital public aussi, et de l'école publique. Et donnons de la voix en tant qu'élus, parce que des personnes qui se battent sur le terrain, on en a beaucoup, et moi, mon rôle, c'est vraiment aussi de me vouloir amplificatrice de ces forces-là, et de ne pas avoir peur de le dire. Et pardon, on a des indemnités d'élus quand on est élu, donc ça implique aussi des responsabilités. Ouais, c'est pas simple, ça. Mais franchement, c'est beaucoup plus simple que la vie de 99% des Français et des Françaises. Donc, enfin, voilà, c'est tout à fait logique, mais il faut aller au front. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec Anne parce que sa position ne me paraît pas claire. Parce que la gériatrie, de toute façon, ça fait partie normalement d'un hôpital général. Donc, je n'ai jamais mis en cause la gériatrie. Mais vous, dans vos propositions, vous ne parlez que de la gériatrie. Dans l'hôpital de proximité, on veut faire de Bichat un hôpital convenant à un hôpital de proximité, et il y a la gériatrie, les soins de longue durée, peut-être les soins de jour, peut-être la psychiatrie, mais vous n'avez pas parlé de la médecine de spécialité, de la chirurgie, de la réanimation et des urgences. Ça s'appelle un hôpital de plein exercice, un hôpital général. Pas hôpital de proximité, parce qu'il y a quelqu'un, je crois que Sandrine, il a parlé hôpital de proximité. Non, c'est un hôpital de plein exercice. On a la plupart des spécialités, on a la chirurgie, on a le bloc opératoire, les plateaux techniques, la maternité, les urgences ouvertes 24/24, parce que dans l'hôpital de proximité, c'est seulement dans la journée jusqu'à 20h. Donc je voudrais qu'Anne nous clarifie là-dessus, parce que je n'ai pas entendu sa position clairement sur l'hôpital général. Si on maintient toutes les activités de l'hôpital général. Merci. En général, donc élu, c'est normal du conseil de Paris ou conseil d'arrondissement, mais si vous êtes sénateur, donc il y a un cumul de mandats, en quoi ça marche avec la règle un peu qu'il y a à ELV? Donc, non cumul de mandats, oui ou non? Oui. Moi j'avais juste une petite question. Si demain vous êtes sénatrice, quelle proposition de loi vous porterez en premier? Voilà, est-ce que vous avez une idée de cette proposition de loi? Pour faire passer ces propositions de loi, comment vous gérez votre relation avec les autres groupes politiques à gauche et aussi à droite? Sur l'enjeu de ces sénatoriales à Paris, les médias disent qu'on a le droit, en tout cas qu'on pourrait, avec le nombre de conseillers de Paris dont on dispose actuellement, avoir 2 sénateurs. La question, c'est qu'on peut peut-être éventuellement en avoir un 3e, s'il y a un travail de lobbying, de mobilisation des réseaux. Il faut savoir que sur cette élection, mais je pense que ça a déjà été dit, le cœur de l'électorat, ce sont les conseillers de Paris. Donc est-ce que vous vous engagez, vous, si vous n'êtes pas désigné en tant que tête de liste ou 2e, voilà, à faire la campagne, puisqu'il y a une campagne à faire de réseau, d'aller voir les conseillers et d'essayer de chercher au-delà du groupe écologiste les élus actuellement mobilisés? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous-même vous vous engagez à voter pour la liste pour les élections sénatoriales si vous n'êtes pas désigné en tant que tête de liste? C'est important parce que parfois on se pose des questions sur la loyauté en politique, et c'est bien aussi quand on participe à une primaire, en tout cas une désignation, de s'engager à soutenir la liste même si on n'est pas désigné. Voilà. Merci. À l'Assemblée nationale, en fait, il y a l'alliance de la NUPES qui existe. Et donc, comment vous voyez au Sénat, en fait, cette alliance avec les autres partis de la NUPES? Donc, ça rejoint un peu la question qui a été posée avant. Et quelle stratégie vous avez? Est-ce que c'est l'idée de faire la même chose
au Sénat qui existe à l'Assemblée nationale ou au contraire, en fait, maintenir cette distance avec les autres partis? Merci. Je voulais poser la première question qui a déjà été posée tout à l'heure sur la possibilité d'avoir un troisième élu qui serait en fait, si on respecte l'ordre femmes-hommes dans la liste, qui serait une sénatrice, logiquement. Donc ça me paraît effectivement une bonne question. J'en ai deux autres, après je vais essayer d'être rapide. Pour prolonger, bon, le Sénat ça sert à quelque chose, c'est composé de commissions. En vous écoutant, je crois que vous êtes toutes fondées sur votre expérience en fait. Donc je me suis dit, vous aurez forcément, si vous êtes élu, à faire un choix de commission. Donc je me suis dit, bon, loi peut-être, affaires sociales, aménagement du territoire, développement durable, finances. Est-ce que c'est bien ça? Juste par curiosité. Ma troisième question, alors ça c'est mon domaine d'investissement personnel écologiste. Je pense qu'à peu près tout le monde sera d'accord pour dire que l'écologie, ça ne devrait pas être uniquement des hommes blancs à vélo. Après, alors c'est une question dont vous n'avez pas du tout parlé, c'est les politiques de mobilité. Donc qu'est-ce que vous pousseriez comme proposition pour faire en sorte que, pour développer une mobilité écologique, je ne sais pas s'il faut parler de mobilité douce ou autre, mais pour toutes et tous, voilà, donc c'est en même temps une question de genre et une question de justice sociale, hein, quelque part. Est-ce que ça passerait plutôt pour vous par, mettons, le vélo, les transports en commun, ou par exemple, je ne sais pas, des gens à l'espace public, etc. Voilà. Merci. Des réponses courtes, 2 minutes. 2 minutes? Oui. Ok, non, mais c'est une bonne idée. Oui. 2 minutes. Donc, on recommence à l'inverse. Moi, j'ai déjà commencé une fois. Je déteste commencer là. Donc, on commence au milieu. Ok, parfait. Moi, j'ai pas dit hôpital de proximité, j'ai dit hôpital en proximité. Ça, c'est voilà, c'est les prépositions françaises, voilà. Donc moi, je pense qu'il faut que nous maintenions dans chaque zone une offre complète, et notamment les urgences, parce que nous avons une partie de la population qui va directement aux urgences. Et tant qu'on n'est pas capable de faire autrement, il faut poursuivre. Alors sur le cumul, je pense que tout le monde appliquera ce que le parti voilà, demande, hein, il n'y a pas de sujet là-dessus. Moi, en revanche, je m'engage aussi à arrêter mon travail. Je suis encore à mi-temps. C'est tout à fait possible en étant adjointe à la maire de Paris, mais je pense qu'en étant parlementaire, ce n'est plus possible. D'abord pour des sujets de conflit d'intérêts et de compatibilité, mais également parce que moi je souhaite être voilà, vraiment mobilisée et mobilisable à temps plein. Alors sur cette liste, oui. Alors bon, d'abord les propositions de loi. Alors les propositions de loi, c'est une question tentante, parce que moi j'en ai pas mal. Voilà. C'est-à-dire que si tu poses la question dans ma délégation d'adjointe, je vois très bien tout ce qu'il faut faire bouger pour renforcer le rôle des élus, tout ce qu'il faut faire pour renforcer les collectivités dans l'économie mixte. Mais celle que j'ai envie de détailler là, c'est celle que je porte voilà, depuis plus de 3 ans avec le plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les transports. C'est clairement le sujet des juridictions et du dépôt de plainte en France. Je trouve que nous avons 20 ans de retard par rapport à l'Espagne. Ce n'est pas normal de continuer de vivre du harcèlement de rue, du harcèlement dans les transports, de ne pas avoir de juridiction, de ne pas avoir de personnel formé. Et donc dans tout ça, il y a à la fois le rôle du parlementaire qui consiste à faire le bilan de la mise en œuvre des lois telles qu'elles sont, le bilan de ce qui se passe dans la société pour mettre en lumière le phénomène, parce qu'actuellement, le dépôt de plainte est tellement compliqué que peu de femmes, je dis peu de femmes parce qu'elles sont à 96% celles qui parlent actuellement. Il y a une différence entre ce qui se passe réellement et ce qui existe. Et donc le sujet à faire, c'est d'arriver à mettre en exergue le phénomène, et donc il faut arriver à déverrouiller, et des juridictions ad hoc permettraient d'avoir des magistrats, des juges qui font avancer ce sujet. Donc c'est la proposition de loi que je porterai, mais avec une grande frustration parce que j'aurais aimé en développer l'autre. Et alors, ce sujet-là, au Sénat, on est loin d'être majoritaire, les écologistes.
On a un groupe dynamique et donc le sujet à chaque fois va être d'aller effectivement construire les ponts et d'aller chercher d'autres groupes politiques. Et le travail en commission est extrêmement important pour ça. Dans quelle commission j'aimerais siéger? Spontanément, moi j'aimerais, mais je pense qu'il faut qu'on soit voilà, assez modeste. Celles qui vont rentrer au Sénat là vont arriver dans un groupe extrêmement vivant, extrêmement dynamique, qui existe. Et normalement, les derniers rentrés prennent les places qui restent dans les commissions. Voilà, donc on peut avoir une volonté, mais après, l'enjeu c'est d'appartenir à un collectif et de venir compenser ce collectif. Moi, j'ai 2 commissions qui m'intéressent plus particulièrement. La première, c'est les finances. C'est aussi ma formation et puis en collectivité, c'est tout ce domaine-là que j'ai expertisé. Et puis parce que j'ai pris l'habitude de travailler avec Eva Sass, et Eva Sass elle est en commission des finances à l'Assemblée et j'aimerais bien continuer à travailler avec elle. Mais si la commission des finances est prise, je me positionnerai sur une autre commission, sachant que l'éducation et la notion d'école publique est extrêmement importante pour moi et doit être creusée. J'ai pas forcément répondu dans l'ordre, j'ai essayé de faire un petit raccourci, de répondre à la fois à la commission et au projet de loi et comment faire avec les autres groupes. Je pense que pour nous élus, faire avec les autres groupes, c'est comme ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher une majorité, mais sans perdre ce que nous portons de manière idéologique dans les textes. Et donc nous allons par exemple accepter sur certains projets au groupe de Paris que la droite vote, mais nous n'allons pas aller chercher pour faire passer nos projets. Donc c'est toujours la difficulté, et c'est la difficulté qu'a le groupe actuellement au Parlement, notamment avec le positionnement du RN, avec qui on ne veut aucune compromission et qui parfois vient voter les textes. Sur la NUPES, moi je crois clairement qu'il nous faut poursuivre cette union de la gauche. Je ne pense pas que nous puissions prétendre gagner les prochaines présidentielles et les prochaines municipales sans être un cadre large de majorité. La difficulté que nous aurons au Sénat, c'est que je ne suis pas sûre qu'il y ait d'un insoumis qui rentre, donc ce sera un cadre compliqué. Mais je l'ai dit, cette campagne électorale, pour moi, c'est le moyen de parler à tout le monde, de pousser nos thèmes, d'aller convaincre et de continuer à dialoguer. Et c'est bien ça qui est important dans la séquence. Ne jamais rompre le dialogue, refuser les anathèmes et refuser ce que certains cherchent à faire. Je veux dire, on ne va pas s'accuser, il n'y a pas les universels, les non-universels, comme certains cherchent à le faire. Moi, je suis vraiment pour qu'on tende la main, qu'on essaie de travailler ensemble et qu'on essaie de passer voilà, les difficultés ensemble, y compris nous-mêmes à ELV. On a parfois du mal à être d'accord sur certaines positions. Donc voilà, le dialogue, en tout cas dans le groupe, à l'Hôtel de Ville, c'est ce que nous faisons. Nous faisons autant de réunions que nécessaire pour obtenir une position commune de groupe. C'est ma méthode de travail, c'est celle que je veux porter, c'est celle que je veux poursuivre. Alors nous avons effectivement, arithmétiquement, au moment où on se parle, 2,2 sénateurs possibles. Voilà. Et donc, 0,2, ça n'a jamais fait une personne. Donc nous avons plusieurs étapes pour pouvoir y arriver. La première, c'est au moment du vote des grands électeurs, où il faut que l'ensemble des élus écologistes votent notre liste, sur lesquelles vous serez, puisque c'est vous qu'on nomme. Et nous pouvons avoir l'agréable surprise d'avoir d'autres membres du Conseil de Paris qui votent notre liste. Et dans ce cas-là, nous aurons plus d'électeurs. Donc c'est une première façon d'avoir un peu plus que 0,2. Et puis ensuite, il faut toujours discuter, aller chercher. Moi, de par mon parcours, j'ai toujours des relations avec Génération, toujours avec le Parti Socialiste, avec le Parti Communiste. On fait très attention aux élus qui sont un peu seuls. Notre ami insoumis qui est tout seul, on essaie de l'emmener à la fois sur de la politique avec nous, mais aussi dans des moments fraternels. Donc c'est tout ce travail-là qu'il nous faut faire pour essayer effectivement de dépasser les 2,2. Mais c'est un travail qui est devant nous et je pense que tout le monde contribuera. Et oui, je m'engage à voter la liste et à faire la campagne. De toute façon, les campagnes, c'est ce que je préfère.
Alors, sur la première question, sur le cumul des mandats, hein, la règle, c'est pas de cumul, donc pas de cumul. En revanche, je m'interroge, ça laisserait, puisque bon, j'ai eu énormément de chance d'être en tête à l'issue du vote. Donc la question va se poser, est-ce que le 9e arrondissement n'aura plus d'élus écologistes? Parce que je tiens quand même à préciser, même si être conseiller d'arrondissement n'est pas aussi important qu'être conseiller de Paris, et être conseiller d'arrondissement d'opposition, hein, c'est un travail 100% bénévole. Donc vous prenez sur vos jours de congé, vous prenez sur votre temps personnel, mais c'est quelque chose que je fais avec grand plaisir et sans me dire je donne beaucoup. Donc je suis très engagée dans mon arrondissement. Il y a tout un travail d'implantation donc à faire avec le groupe local, mais aussi avec les autres groupes. Hein. On a intégré le groupe Génération à la préparation de notre conseil d'arrondissement. On essaie d'investir les associations, donc il y a un vrai travail. Est-ce que ça vaut le coup, je vous avoue, de laisser tomber tout ce travail? Je m'interrogerai à ce moment-là. Sur le second point, quelle proposition de loi? Je ne vous cache pas que j'ai une appétence pour la fiscalité, donc oui, moi, ça serait une fiscalité environnementale, mais ça ne se fait pas comme ça, hein, ça se travaille. Mais pour vous donner un exemple concret, le crédit impôt recherche. Le crédit impôt recherche, c'est un budget de 7 milliards par an et sans aucune conditionnalité. On distribue de l'argent et elles sont, et cette enveloppe globale est préemptée, hein, parce que je veux dire accaparée globalement par les grandes entreprises. Donc il faudrait la conditionner d'abord à des enjeux environnementaux et de biodiversité, le premier point, mais y compris à une obligation de parité au niveau des chercheurs, qu'il y ait plus de femmes chercheurs. On doit aussi, ce que je veux dire, favoriser hein, la recherche et les femmes en termes de recherche. Ce qui n'est pas du tout le cas à l'heure actuelle. Sur chaque entreprise, c'est majoritairement, et quand je vous dis, c'est pas le Sénat, hein, où 35% de femmes et 65% d'hommes, hein, c'est 90% d'hommes et 10% de femmes. Donc ça aussi, ce que je veux dire, il y a des gens... Donc voilà, mais il y a d'autres, effectivement, dispositifs, hein, mais en fait, toute aide qui favorise les entreprises doivent être soumis à des conditionnalités environnementales, biodiversité et féministes. Les femmes, ce que je veux dire, dans tout... Voilà. Mais ça demande un travail de longue haleine et ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc ça se fait sur un temps long pour réussir à obtenir au final l'unanimité, enfin en tout cas la majorité permettant de modifier... en fait, que fait-on de notre argent? Où le mettons? Sur l'autre point qui était... La commission. Alors, ma commission, j'allais dire des finances, mais ce que je veux dire, les affaires économiques, ou voir les relations, la défense et les relations internationales, dans lesquelles je pense que j'y trouverai en tout cas mon bonheur. Et puis il faut savoir étendre son champ de compétences et pas effectivement rester dans un couloir dans lequel on a des facilités. Puisqu'au final, les compétences elles doivent être mises au service du collectif, hein, plutôt un travail de partage. Donc voilà, je ne suis pas fermée à d'autres commissions. Est-ce que tu votes la liste? Alors, je ne suis pas un grand électeur. Je suis un petit conseillère d'arrondissement. Alors, ça, décidément, pas beaucoup d'avantages. Et pourtant, vous voyez, je tiens à mon mandat. Donc, bien évidemment, si je suis électeur, je voterai la liste, bien évidemment, et j'aiderai, hein, enfin, en tout cas, je soutiendrai, y compris dans la campagne. Voilà, hein, je serai à la disposition, au final,
du candidat et de la candidate retenue, donc à mon service concernant la candidate. Excusez-moi, je dois faire ça toute seule. Ouais. Voilà, bien évidemment. Concernant les relations avec les autres partis, alors les partis de gauche, collaboration, alors effectivement il n'y a pas d'accord, enfin en tout cas en l'état, il n'y a pas d'accord avec les autres partis de gauche comme il y a eu un accord de législative, mais si accord il y avait, bien évidemment que j'appliquerais l'accord. Pas de discussion avec l'extrême droite et avec la droite extrême, ça va dépendre des sujets, en réalité. Voilà. Merci. Et mobilité. Ah oui, ouais. Sur les mobilités, donc, mais ça va dépendre des territoires. Sur Paris, moi j'aurais tendance à privilégier effectivement le vélo, plus que ce que je veux dire, la superficie le prévoit, mais dans d'autres territoires, effectivement, c'est davantage le train, réouvrir des lignes, en fait, ce que je veux dire, des transports en commun, c'est développer les transports en commun, et une aide, effectivement, plus importante qu'un prêt garanti pour que les classes populaires qui n'ont pas les moyens puissent acquérir en tout cas des véhicules moins polluants, mais ce sont des aides directes et pas des garanties, un prêt garanti par l'État quand quelqu'un n'a pas les moyens, il n'a pas les moyens de rembourser, même si c'est à taux zéro ou si le prêt est garanti. Voilà. Juste parce que j'ai oublié de répondre sur les mobilités, mais c'est mon boulot, donc je suis archi-experte. Moi, vraiment, ce que je pense qu'il faut vraiment développer massivement, c'est les transports collectifs. Hein. On est très en retard et donc ça passe par un pari non centralisateur, enfin toujours repassé par le centre, par la remise en place des trains et puis surtout par la complémentarité des modes avec des tarifs et des modalités de transport qui permettent de passer de l'un à l'autre. Et surtout, je pense qu'il faut que fiscalement, on avance sur la notion d'autopartage. C'est-à-dire que quelqu'un qui met sa voiture à disposition, il faut qu'on soit beaucoup plus en pointe pour que ça profite à plusieurs foyers, plusieurs familles, plusieurs individus. Donc c'est tout ça qu'il nous faut bouger. Il y a des leviers fiscaux, il y a des leviers d'investissement et surtout il faut péter la FIFT, qui est l'organisme de financement des transports collectifs qui ne fonctionne pas et qui n'est pas assez abondé pour pouvoir être à la hauteur des enjeux. Excusez-moi d'avoir oublié ça. Bien, alors sur la question de mobilité, moi je vais parler du train parce que ça me donne une très bonne transition parce que je vais bientôt devoir vous quitter. J'ai repoussé mon train au maximum pour pouvoir être avec vous tout à l'heure, mais dans quelques minutes il faudra que j'y aille. Sur la question des mobilités, pour moi c'est effectivement au niveau national la question du train qu'il va falloir renforcer parce que nous avons de nombreux territoires aujourd'hui qui sont des territoires relégués et qui se retrouvent des territoires isolés par manque de moyens de transport et de connexion de transport. Je crois que dans cette forme de relégation se cache, j'allais dire malheureusement, se cache le poison d'un vote de relégation qui va finir par devenir le vote Front National. Et donc je pense que nous avons à recoudre toutes ces fractures que nous laissons béantes aujourd'hui entre des territoires et que ces fractures, elles ne peuvent être cousues que par du service public. Et donc nous avons aujourd'hui grandement intérêt à relier les territoires pour pouvoir permettre non seulement une bonne circulation des uns et des autres, mais pour permettre effectivement qu'il y ait ces connexions qui se fassent. Depuis, dans les 20 dernières années, nous avons abîmé, je disais, une grande partie des services publics, que ce soit les hôpitaux, que ce soit effectivement le transport en règle générale, et en tout cas le transport en train. Et donc nous arrivons vraiment à une France à deux vitesses qu'il va nous falloir, je pense, travailler. Ça, c'est le premier point sur la question des mobilités. Ensuite, vous posiez la question de quelle proposition de loi. Moi, il y en a une qui me vient à l'esprit et qui me tient à cœur depuis très très longtemps.
c'est en fait de réduire la grille de l'écart des salaires. Et je pense que ça, c'est une proposition de loi à la fois qui s'inspire de l'économie sociale et solidaire, mais aussi qui va vers plus d'équité et de justice. Dire aujourd'hui que le plus haut salaire d'une entreprise ne peut pas être supérieur à 20 fois le plus bas salaire d'une entreprise, eh bien ça laisse une marge suffisante pour pouvoir avoir une diversité de salaires qui peuvent correspondre à une diversité de statuts, mais nous ne tombons pas dans l'indécence dans laquelle nous sommes aujourd'hui avec des salaires extrêmement différents. Donc ça, une proposition de loi inspirée de l'économie sociale et solidaire, où là nous avons un écart entre le plus petit et le plus grand des salaires qui est de 10 fois. Donc moi je trouve que ça peut être une proposition intéressante, mais bien entendu pour moi celle qui me semble la plus importante à faire et à faire dans notre parti, avec les militants et avec les jeunes écolos, c'est la place de la jeunesse et les propositions de loi pour la jeunesse. Donc ça je voudrais qu'on commence un chantier, et un chantier important avec les jeunes de notre parti et même avec les jeunes parisiens, de manière à écrire ensemble quelles sont les propositions que nous pouvons faire pour protéger notre jeunesse. Ça, c'est le deuxième, ma réponse à cette deuxième question. La troisième question portait sur le nombre de sénateurs et de sénatrices. Moi, tout d'abord, je tiens à ce que ce soit une femme qui soit tête de liste pour Paris, bien entendu, car nous avons la possibilité d'avoir une troisième sénatrice, enfin, 3 postes de sénateurs et sénatrices, et donc le troisième doit être une sénatrice. Ce troisième poste, effectivement, aujourd'hui, il n'est pas garanti, mais aujourd'hui, attention, il est possible. Donc nous devons tout mettre en œuvre. Là, nous sommes 5. Côté hommes, ils sont 7. Nous devons tout mettre en œuvre pour pouvoir avoir... Pardon ? Ils sont 9. Bon, ils sont 9, pardon. Nous devons donc tout mettre en œuvre pour réussir à avoir ce troisième poste de sénateur et de sénatrice. Et c'est possible en réalité. C'est possible parce qu'attention, il y a énormément de personnes dans le Conseil de Paris, quand je dis énormément, même une poignée c'est beaucoup, hein, énormément de personnes qui en fait ne sont pas affiliés à des partis politiques, même s'ils sont arrivés dans un groupe politique, et dont la pertinence du propos écologiste convainc, bien entendu. Et donc ces gens-là ne sont pas si éloignés de nous. Et en fait, souvent, d'ailleurs ils nous le disent, souvent, on est d'accord avec ce que vous proposez. En réalité, ça nous convient bien. Et bien cela, il ne faut pas simplement que ce qu'on propose leur convienne, mais il faut qu'ils viennent avec nous et qu'ils votent avec nous pour les sénatoriales. Donc ça, on va mener tout ce travail-là, on va le mener une fois que la partie interne, j'allais dire, sera terminée. Donc d'ici 1 ou 2 semaines, on va pouvoir commencer enfin on a déjà commencé, hein, pour ne rien vous cacher, ça fait un petit moment qu'on travaille justement ces personnes-là. Et puis un autre point aussi, n'oublions pas que les divergences dans les autres partis politiques peuvent nous amener des fois. Et aujourd'hui, les autres partis politiques sont nettement moins unis que nous le sommes. Et je tiens à le dire, nous avons la chance d'avoir une unité écologiste que peu de partis aujourd'hui ont. Et cette unité-là, nous devons continuer à la cultiver. Et je le dis d'autant plus que là, nous sommes tous ici. Nous devons la cultiver aussi dans notre manière de faire notre campagne interne, dans la manière que nous avons de parler aux uns et aux autres, aux unes et aux autres. C'est-à-dire que cette diversité dont nous venons de faire la preuve aujourd'hui en vous parlant, eh bien c'est ça qui fait notre richesse, mais c'est aussi ça qui doit faire notre unité. Et je le dis, avec ça, nous pouvons convaincre les autres de nous rejoindre, nous pouvons leur donner confiance et faire en sorte qu'ils nous accordent leur confiance. Donc le troisième, ok, ça n'est pas acquis, mais il est possible que nous continuions à nous battre pour pouvoir l'avoir. Voilà, je crois que j'ai fait... non, les commissions, bah, écoutez, moi il y a une commission, j'allais dire, dans laquelle, comme ça je me sentirais très à l'aise, qui est la commission de développement économique, et la deuxième qui est la commission de développement durable et d'aménagement dont vous parliez. Voilà, et après on verra,
Je crois qu'il y a un groupe qui est déjà constitué, que certains sont déjà en place, etc. Donc il va falloir faire preuve à la fois de souplesse, d'agilité et de respect du travail déjà accompli. Donc voilà, nous en reparlerons plus tard, en temps voulu. Et je vais vous quitter, je m'excuse, mais j'ai un train à prendre et c'est le seul train que je peux prendre en cette fin de journée. Merci à vous. Antoinette, mais on va peut-être respecter pour un truc aussi d'équité. Dans ce cas-là, s'arrêter après une fois que ça va bien. Donc, je pense une fois qu'on a parlé de voilà, c'est ça que je voulais dire parce que je crois qu'il y avait conclusion prévue, mais je pense que c'était. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ok, 100%. Très bien. Alors, sur les différentes questions, j'aime bien les choses assez claires, c'est-à-dire que c'est pas, moi, je suis pas candidate pour que, voilà, on est d'accord, pas d'accord, mais que ça soit exposé très clairement. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, je suis extrêmement, et même c'est plus que ça, c'est plus que je suis en faveur d'une union des gauches et pour la NUPES, c'est que je suis mais accablée, mais vraiment accablée, hein, de ce que les partis de gauche font par rapport à ce qui est en train de se passer dans la rue. Mais l'intersyndicale, elle nous a montré quoi? Que c'était en front commun, que ça fonctionnait. Comment on peut penser? Enfin, moi, je ne le comprends pas. Vraiment, ce discours qui se méfie, qui va machin, et non, et que c'est pas bien, et que c'est pas bien. Et alors, pardon de le dire, mais c'est quand même beaucoup aussi les Jean-Luc, les Mélenchon, les machins, les qui nous font leur gros combat, les Roussel et tout ça. Et je le dis, c'est des gens avec qui, à la base, on peut avoir des points communs, etc. Mais dans la pratique, mais ça va pas ou quoi? L'urgence, elle est absolue. Elle est absolue. Le jeu social, écologie, c'est maintenant. Et c'est évidemment pas en étant séparés et en n'ayant pas une union des gauches que ça va fonctionner. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe en face. C'est accablant. On est là à dire, mon Dieu, on va avoir l'extrême droite. C'est sûr, maintenant, ça sera Marine Le Pen. Ben non, c'est pas sûr. Ça dépend de la gauche. Et ça, c'est effectivement la seule solution. C'est-à-dire, c'est pas la peine de répéter tout ça, tout ce qui se passe, c'est Marine Le Pen qui en profite, c'est Marine Le Pen qui en profite, c'est l'extrême droite, c'est l'extrême droite. Mais le seul barrage, c'est effectivement qu'il y ait une gauche qui donne envie de voter, parce que l'histoire de dire, ce que vous entendrez souvent, qui n'est pas sans doute pas complètement faux, qui n'est pas complètement vrai, mais de dire, les gens ils veulent voter extrême droite parce qu'on n'a pas encore essayé. Mais je suis désolée, mais il y a des choses qu'on n'a pas encore essayé avec la gauche, qui n'est pas la gauche socialiste des années 80, qui n'est pas la gauche de François Hollande, qui est une gauche effectivement complètement revisitée par les pratiques, les concepts écologistes, par toutes les décennies, et qui là maintenant, je pense qu'on a fait un travail de conviction, quitte à, on le déplore un peu souvent à Paris, se faire beaucoup piquer les trucs par les autres partis, mais peu importe, tant mieux. Ça veut dire qu'on a gagné grâce au boulot qui est fourni depuis des décennies par les militants et militantes écologistes. Mais si on veut vraiment le récupérer et en profiter, que ça soit efficace pour gouverner, changer les choses dans ce pays, en Europe, mais évidemment union des gauches, parce qu'il a été commencé par la NUPES, et moi je tiens à vous le dire, si c'est pas fait là par les partis, ça va être fait par d'autres personnes. Et vraiment, moi je m'y engage aussi, c'est-à-dire qu'il y a trop de gens désespérés de voir que les partis ne le font pas, sont encore en train de dire ça part, non. Alors si c'est pas ça, les militants et militantes, je pense, vont s'en occuper, ou dans des collectifs locaux. Je veux dire, la NUPES, ce qu'on voudra l'appeler, appartient à tout le monde, il n'y a qu'à s'en saisir. Si les partis politiques ne sont pas foutus de s'en saisir, faisons-le. Donc au moins c'est très clair, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord, et c'est très bien qu'il y a des divergences, mais moi je suis très claire sur ce sujet-là. Ensuite, sur les... j'ai pas noté toutes les questions. La grande loi. Alors attention, pas de spoiler, parce que la grande loi, c'est la question du 12 avril, le rendez-vous pour le grand débat entre candidat et candidate, et on aura 3 minutes pour proposer, et je vous donne aussi un rendez-vous sur vous avez peut-être vu, j'espère, parce qu'il y a eu du gros boulot de fourni lundi dernier. Toutes les adhérentes ont dû recevoir un lien Drive qui renvoie vers des dossiers où sont aussi développés beaucoup de choses. Donc je vous invite vraiment à y retourner et regarder nos dossiers. Vous allez en recevoir un autre ce lundi où seront développés notamment pas mal, je vais essayer de mettre aussi justement là, pas mal de propositions de loi auxquelles on a beaucoup travaillé.
Là, si je dois je représenterai une de jeudi, une qui m'importe beaucoup, puis c'est en lien avec ce qu'on a parlé, c'est vraiment justement une loi de moi, ce qui me frappe beaucoup sur c'est quoi la responsabilité des élus. Qu'est-ce qui se passe dans les assemblées, justement, la question a été posée sur c'est quoi le Sénat tout à l'heure. C'est quelque chose qu'on travaille aussi au Conseil de Paris, mais qu'il faut amener au niveau national. Je vais vous dire un truc, c'est incroyable. Mais vraiment, moi, je suis sidérée de ça. C'est-à-dire le nombre de mensonges, mais vraiment qui sont proférés au sein d'une assemblée politique. Je ne vous parle pas d'un truc de liberté d'expression. Hein. Je vous dis un truc, mais vraiment, les énormes bobards. Quoi. Et on est là, mais c'est pas possible. En fait, ça n'est pas possible avec ce qui se passe en ce moment. On le sait sur l'évolution des médias et des réseaux sociaux et des fake news, que ça soit comme ça dans les assemblées politiques. Et c'est intéressant parce que pendant le débat sur les retraites, il y a eu justement cette discussion en disant vous allez quand même pas fact-checker, comme on dit, le gouvernement, donc vérifier ce qui se dit au sein des assemblées. Mais pourquoi pas? Pardon, mais quand il y a des débats présidentiels ou des émissions de télévision, après on vérifie. Il y a un truc d'info interne. Je ne vois pas pourquoi dans les assemblées, on ne demanderait pas aussi aux politiques alors, je ne développe pas plus, je m'arrête là, mais parce que ça implique plein d'autres choses, cette loi-là, de la penser de cette manière-là, et sur la parole politique, qui vont de comment l'imaginer, est-ce que c'est avec des sanctions, est-ce que c'est avec... Mais en tout cas, ce qui est certain, parce qu'on me pose souvent, c'est pour en avoir discuté beaucoup de cette loi-là, c'est vraiment de dire, oui, mais dans ce cas-là, il y aura plus de liberté d'expression, les gens ont bien droit, mais on sait très bien distinguer, excusez-moi, je ne vois pas pourquoi des journalistes seraient capables de distinguer sur un plateau télé ce qui relève effectivement de la liberté d'expression et de dire vraiment, j'en sais rien, moi, vous faites n'importe quoi à droite, oui, ça on ne va pas le fact-checker en disant c'est vrai ou c'est pas vrai qu'ils font n'importe quoi à droite. Non, on parle vraiment de faits, de chiffres, et ça je vous assure que les mensonges sont très nombreux dans les assemblées politiques, et en plus, nous écologistes, on aurait tout à y gagner, parce qu'en revanche, et je l'ai dit à mes collègues du Conseil de Paris quand je voulais monter en puissance là-dessus, je ne les ai jamais entendus. Et ça, vraiment, raconter un seul mensonge, justement, depuis les 2 ans et demi que je suis là, quand ils font leurs interventions. Donc on peut faire de la politique sans, et pourtant, c'est vraiment pas la généralité. Je termine sur non, mais il y avait plein d'autres questions. Bon, j'ai fait trop long. Donc sur vous voulez quoi sur commission des lois? Moi, je crois que ça va vers. Mais je crois que vous aviez deviné, vous avez fait c'était comme un petit jeu télé là. Si j'ai la pancarte commission des lois, c'était bon, ouais. Et sinon pour les transports, voilà, pardon, de la mobilité. Moi j'ai fait la campagne en tant que vraiment, on a apporté beaucoup de soutien de la candidate écologiste Nadera Bertrèche dans la 9e circonscription de l'Essonne. Et tout ce qu'on a fait sur le travail, et là pareil, il ne faut pas que ça se perde, tout ce qu'on fait pendant les campagnes. On avait mené un énorme travail de réfléchir justement, notamment dans le cadre de la région Île-de-France, où vraiment les choses ont été pensées, mais vous savez mieux pas, mais de manière aberrante. Ce qui se passait dans cette 9e circonscription de l'Essonne précisément. Et juste un aparté, hein, parce que c'est aussi dans les pratiques. La campagne de l'Essonne, c'était incroyable. C'est-à-dire, dans les pratiques, on était écolo, et puis on avait les militants communistes, LFI, Génération Socialiste, et ils avaient tous leur savoir-faire aussi. Dans les pratiques aussi, on avait des trucs un peu différents. Il y en avait qui étaient super forts à avoir le quadrillage de porte-à-porte, d'autres qui étaient plus à l'aise pour faire des vidéos, et c'était ça aussi qui cartonnait en termes on a tout intérêt à l'union. Donc oui, à fond, évidemment, sur le développement des transports publics, oui, à fond sur davantage de gratuité aussi dans les transports publics, parce que c'est aussi une question sociale, oui, à fond pour, là c'est une valeur très médiatique, mais on parle beaucoup de l'interdiction des jets privés, mais c'est très intéressant de voir à quelle vitesse ou quels engagements sont capables de prendre certains pays par rapport à la France, quand on voit ce qui est en train de se passer justement aux Pays-Bas sur cette question-là, où il y a un vrai discours et avancement du gouvernement. Et je pense que c'est aussi ça, un truc d'écologie, c'est d'oser poser des trucs, bah oui, ça va contre certains intérêts. Mais oui, bien sûr que oui, l'écologie est un rapport de force qui ne fait pas plaisir à tout le monde. Si c'était consensuel, on n'en serait pas dans cette situation aussi catastrophique. Voilà. Tout le monde l'a dit, mais moi je vais vraiment essayer de le faire, c'est-à-dire d'aller vite. Le travail avec les autres formations, 1000 fois oui. De toute façon, on pourra réussir l'écologie politique que en ayant une volonté d'acculturation dans cette assemblée, notamment le Sénat, mais aussi à l'Assemblée nationale. Donc oui, pour aller évidemment dans le sens des alliances avec la gauche, parce que de toute façon c'est ça dont il s'agit,
Mais quand on peut le dépasser pour faire un certain nombre de choses, je ne parle pas de l'extrême droite évidemment, sur un certain nombre de sujets, je pense à la santé environnementale, je parle à un certain nombre de sujets, eh bien faisons-le, c'est absolument essentiel. Tout ce qui mettra le pied dans la porte pour changer de paradigme, il faut le faire. Deuxième sujet, les grandes lois. Écoutez, moi, effectivement, j'en ai plusieurs. Je vais vous en donner une seule quand même, que j'ai commencé à dire tout à l'heure, et je vais juste la citer. C'est une loi de CMU universelle. Je pense que ça, c'est absolument essentiel d'aller dans une couverture médicale universelle pour tout le monde, y compris les personnes étrangères. Troisième sujet dont vous m'avez parlé, le non-cumul, évidemment, le non-cumul sur la question de ne pas rester conseillère de Paris, c'est une évidence, donc je passe. La question d'un troisième sénateur, c'est la seule façon de pouvoir féminiser, parce qu'on a parlé d'une manière différente, mais à Paris, actuellement, nous n'avons plus d'ailleurs, nous avions une femme sénatrice écologiste. Si nous avons 2 sénateurs, ce qui est pensé maintenant, nous aurons a priori ce qui se profile, c'est une femme, un homme, donc nous ne gagnons aucune femme, si je compte bien. Donc notre seule manière de féminiser, c'est d'avoir une deuxième femme. Voilà. Donc oui, c'est un combat, je pense, et j'espère que nous aurons toutes les 5, quoi qu'il se passe. Ah, je vais avoir oublié les derniers sujets. La mobilité écolo, pour moi, le service public, il doit être au maximum gratuit et avec des aides sociales, en particulier dans les zones défavorisées, pour que les personnes puissent soit changer leur mode de transport, soit en tout cas pouvoir s'adapter au sujet. Et je pense particulièrement aussi à tout ce qui est petit train et train qui n'est pas le TGV et qui aussi sont les trains de nuit, de manière à pouvoir sillonner la France sans être obligé de prendre d'avion. Écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. La commission, juste une chose sur les commissions. Les commissions, je pense que d'abord c'est un travail collectif, mais moi, comme vous le savez, mon leitmotiv, c'est la santé dans toutes les politiques. Donc, quelle que soit la commission, vous y retrouverez la santé. Voilà, merci. Merci d'applaudir aussi, parce que c'était pas évident. Mais bon, on est là, on nous a entendus, on est occupés. Donc, on se verra mercredi prochain ici même, n'est-ce pas? C'est super. Maintenant, on travaille à ce qu'il y ait 5 élus, quoi. 5 places.